Aujourd'hui, quand j'ai pris conscience que c'était sa passion. J'ai compris qu'elle méritait d'avoir sa mère à ses côtés. Je ne l'ai jamais vue jouer au football. Jamais auparavant. Je me sens comme une super guerrière quand je joue. Mon cœur se porte très bien. Je reconnais que j'aurais pu lui apporter plus de soutien avant. Maintenant, je veux qu'elle sache que je ne pourrais pas être plus fière. En tant que femme, nous devons surmonter de nombreux obstacles. Nous devons avoir de la passion, de la force et de la détermination. Nous pouvons réaliser nos propres rêves. Mais pour réaliser encore plus de rêves, rien de tel que le soutien à domicile. Dès la rentrée d'octobre 2021, soyez les premiers à solliciter une des 300 places disponibles pour une formation de qualité dans les domaines de la santé en soins infirmiers, en laboratoire et bien d'autres filières. L'Institut des sciences de la santé et l'Institut de formation des sciences de la santé Saint-Christophe mettent à votre disposition un cadre idéal pour vous accompagner dans une formation complète qui allie la pratique dans les laboratoires équipés des appareils médicaux et du matériel pour la prise en charge médicale et chirurgicale. Vous aurez également une formation de qualité sur la maîtrise de l'outil informatique avec un centre multimédia hyper équipé et ouvert sur le monde. Et grâce aux hôpitaux d'application et aux cliniques partenaires, vous avez la garantie d'un stage avec une possibilité d'emploi à la clé. Avec l'Institut des sciences de la santé et l'Institut de formation des sciences de la santé Saint-Christophe, c'est la rigueur, la pratique et le professionnalisme dans la formation. J'avance alors. Ok. Marcel, pas de pause aujourd'hui? Non, je dois passer à la CNPS vérifier mes déclarations. Ma femme est interne. Allons, tu peux regarder ça, la gargote. Comment ça? Ils ont des guichets là-bas? Prends ton laptop, on y va. Employeurs, travailleurs, assurés sociaux. Avec vos ordinateurs, tablettes et mobiles, profitez partout et en tout temps des avantages des téléservices de la CNPS. Ah, ma CNPS à moi. CNPS, You will never leave alone. 1972, le Cameroun organise la 8e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'équipe nationale, devant son peuple, s'est fait éliminer à l'étape de demi-finale par le Congo sur le score étriqué de 1-0. 50 ans plus tard, la Confédération africaine de football attribue l'organisation de la 33e édition de la CAN Total Énergie 2021 au pays d'Mbappé Lépé. Et le 3 février 2022, un jeudi, l'Égypte réédite l'histoire et sort le pays organisateur de la compétition à un palier de la finale. Le club de ce dimanche interroge les bons points et les couacs de l'organisation de la CAN Total Énergie Cameroun 2021 avec une projection sur la finale qui oppose le Sénégal à l'Égypte. Également au menu de cette actualité, cette actualité triste qui continue d'alimenter les conversations dans la région du Nord, c'est que à Garoua, un élève de terminale âgé de 16 ans a perdu la vie au Lamida de la ville dans des conditions assez troubles. D'où cet autre thème, meurtre suspect à Garoua, le Lamida au cœur du drame. Mesdames, Messieurs, merci de nous accorder votre préférence et bienvenue à Le Club, votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité hebdomadaire.
après donc le déroulé de ces thèmes qui vont conduire cette émission, il ne me reste plus qu'à vous présenter le panel qui est déjà confortablement installé. J'accueille sur ce plateau pour une énième fois Anissé Ekane. Il est membre fondateur du Manidem et président de ce parti, entendé par Manidem, Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Merci président de nous faire l'honneur d'être là une fois de plus. Merci, bonjour aux auditeurs de B-News. C'est avec beaucoup de plaisir que je viens sur le plateau. Alors, on aura l'occasion de parler beaucoup de football avec vous quand on sait que vous êtes déjà un amateur et même pratiquant du football lors de votre jeunesse et vous continuez un ancien footballeur et vous continuez toujours à être proche du sport roi. Alors, également sur ce plateau ce dimanche, le professeur Mathias Eric Ounangini, il est politologue et vice-recteur à l'Université de Yaoundé 1. Merci, professeur, d'être parmi nous. Bonjour, monsieur Agnew, bonjour aux téléspectateurs. C'est vrai qu'on va parler de cette défaite des Lions Indomptables au demi-finale, mais le jeudi, ça s'est passé comment le jeudi chez vous? J'ai regardé le match et en fait, j'étais furieux parce que moi je savais dès le départ que l'Égypte allait jouer le 0-0 en misant éventuellement sur un exploit de Salah. Et connaissant la qualité des Égyptiens au pénalty, j'étais inquiet parce que je sais que les Camerounais ont parfois des problèmes avec les pénaltys. Et ce qui m'a énervé en particulier, c'est le coaching. Je crois que c'est ça qui nous a fait perdre la CAN. C'est sa toute première sur le plateau de le club. Ferdinand Koungou représente le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors on va vous dire bienvenue et surtout bonjour. Bonjour Daniel, bonjour président Anissé, bonjour au professeur et bonjour à Chua. C'est la première fois que je viens ici, donc je trouve que c'est bien. Alors avec vous, on va aborder les thématiques assez variées. On parlera justement de cette crise, de ce meurtre dans la région du Nord et aussi beaucoup d'actualités sur le football puisque vous êtes un fervent supporter des Lions Indomptables malgré la défaite au demi-finale. On en parlera tout à l'heure. Et également présent sur ce plateau et en face du RDPC, un autre président de parti politique, lui c'est Chia Roland Moi. Il est parmi nous. Bonjour président. Merci beaucoup monsieur Donald. Merci beaucoup aussi à mes co-panélistes, le professeur Ounangini et aussi le président de Manidem. C'est ma première fois de le voir, mais on s'est vu pendant le G20 quand il était encore dans le RDPC. Parce qu'il était le président du G35. Ah, vous étiez le président du G35 oui. Dans le RDPC. Qui a fait tout pour bien organiser l'élection. Ah, le G35 G35. Oui, c'est ma plaisir une fois de plus, avec votre permission, de saluer d'abord tous les Camerounais des 10 régions, 58 départements et le Camerounais dans le 360 arrondissement et le Camerounais qui vit au diaspora. Vous êtes donc le président de Cameroun Uni pour la paix et le progrès, en abrégé COUP. Alors, si vous avez convenance, mesdames, messieurs, je voudrais vous inviter maintenant, avant d'aborder la première thématique et d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose cet extrait, ce Vox Pop qui a été sélectionné par nos reporters. On me fait savoir que le Vox Pop n'est pas prêt. Nous aurions voulu bien l'avoir, mais on va continuer tout simplement à parler de cette actualité autour de la CAN Total Énergie 2021. Et vous le savez bien, c'est le clap de fin aujourd'hui. Alors, professeur, concernant justement l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations de football, à votre niveau, quels sont les couacs et peut-être le côté amélioratif de l'organisation? Bon, les quoi qu'il y a évidemment le drame d'Olembe lors du match Cameroun-Comore. C'est un incident qui a jeté le trouble sur la CAN. Il y a aussi dans une certaine mesure les difficultés initiales pour remplir les stades en raison des mesures anti-Covid. Et puis aussi de la conjoncture, la conjoncture post-fête de décembre. Il y a une relative opacité dans les circuits des billets. Bon, ça ce sont les couacs. Maintenant il y a des faux couacs. Les faux couacs qui en réalité n'en sont pas. C'est cette histoire de test Covid. Le laboratoire Unilab n'avait rien à voir avec le Cameroun. C'est un laboratoire international qui a opéré dans d'autres grandes compétitions.
Et de manière assez malhonnête et injuste, on a voulu indexer le Cameroun en faisant croire que le Cameroun utilisait les tests Covid pour tricher. Les réussites claires, il y a évidemment la qualité des stades, et notamment des deux vitrines que sont le stade d'Olembe et le stade de Japoma, qui sont vraiment des stades de référence internationale. D'ailleurs, dans certaines grandes puissances industrielles, il n'y a pas de stade équivalent. Ou alors, il n'y en a pas autant que ça. Si je prends la France, vous avez le stade de France, mais après, bon, il y a des stades qui en fait sont des stades de club qu'on a essayé de rénover, mais qui n'ont pas la même portée. Il y a la qualité des pelouses, avec peut-être la relative exception de Japoma. Je dis relative exception parce que lorsque le problème s'est posé, les techniciens et le Cameroun ont su répondre. Les matchs qui se sont joués à Japoma à partir des 8e de finale se sont joués dans des conditions correctes. Il n'y a qu'à écouter les acteurs. Moi j'ai écouté Serge Aurier, le capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire. Il y a la sécurité, malgré l'incident d'Olembe. La sécurité a contrôlé avec efficacité le point qui pouvait constituer le point d'incertitude. La compétition à Limbe s'est déroulée dans des conditions tout à fait satisfaisantes, même si, encore une fois, certains agents de la mauvaise foi ont voulu créer des périls qui en réalité n'existaient pas. Il y a, au final, l'affluence populaire, parce qu'au bout du compte, les stades se sont remplis. Et là, il faut accorder une mention spéciale à des stades comme le stade de Garoua, où ça a été la fête en permanence, et surtout Japoma pour l'excellent soutien aux Lions indomptables. C'est ce qui s'appelle soutenir son équipe. Et Yaoundé, particulièrement Olembe, aurait dû en prendre de la graine parce que c'était un peu froid. Bon, je suis sûr que si dans les mêmes conditions on avait joué notre demi-finale à Japoma, les Lions auraient été un peu plus forts parce que Japoma a vraiment soutenu les Lions. Je crois qu'on attend la fin de la compétition, mais c'est une incontestable réussite. La qualité des infrastructures, la qualité de l'accueil, en dehors aussi du petit incident qui a concerné les journalistes algériens, le reste s'est très bien passé. En réalité, moi j'ai écouté les Comores, un joueur des Comores après la compétition qui a dit qu'ils ont été très bien accueillis au Cameroun et que ce qui se racontait sur les réseaux sociaux n'était pas vrai. Alors, Président Anissé Kane, s'agissant toujours de l'organisation de cette CAN, en dehors du volet sécuritaire, est-ce qu'à votre niveau, vous avez quand même relevé quelques couacs? Surtout, je parle là des aires de jeu, vous savez qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de la pelouse de Japoma. On a eu l'impression que le Cameroun n'a pas pris cette pelouse au sérieux. Certains demandaient à ce qu'elle soit reliftée au fur et à mesure que la compétition se poursuivait. Malheureusement, le stade a été sorti de la compétition au moment où les supporters de Douala l'attendaient plus. Votre approche est même un peu tendancieuse. Vous avez tendance à voir le verre à demi plein ou à moitié vide. Moi, j'ai le sentiment que, au-delà des résultats des matchs, le Cameroun a gagné de l'organisation de cette compétition. Parlons des stades. Le stade de France ne vaut pas le stade de l'Olembe. En matière d'infrastructure de communication, c'est le top niveau. Ni Wembley. Ne parlons pas de tous les autres stades de club, y compris Japoma. Il ne faut pas. La plupart des journalistes de Canal qui sont venus ici ont dit que ce stade est de la deuxième génération en matière de communication. Et ça c'est vrai, il faut le dire. Donc, Wembley et le Stade de France, c'est des stades qui sont un peu dépassés. La deuxième chose que je veux faire, c'est que supporter une équipe, ça n'a rien d'objectif et de scientifique. C'est très subjectif. Quand on supporte l'équipe de son pays, ce n'est pas parce qu'elle joue bien, sinon ce sont que les grandes nations qui auraient des supporters. On doit supporter son équipe, l'équipe de son pays, parce qu'on est du pays, c'est la patrie. Cher monsieur Ekane, vous avez vu les supporters clignotants hier
Au moins de la troisième place, à 3-0, il y a les joueurs. À 3-3, Certainement, on va s'intéresser à ces supporters clignotants. On supporte l'équipe de son quartier, l'équipe de même si elle est la dernière du championnat. Donc je pense qu'il faut rectifier cela. L'une des grandes réussites de c'est l'engouement populaire. C'est-à-dire en dehors des stades, les fan zones, c'est extraordinaire. Il y avait une ambiance terrible, et c'est là où ça peut dégénérer si on avait perdu un certain nombre de matchs. Et moi, je pense que il faut dissocier, organiser une compétition et la gagner. On n'organise pas la CAN pour la gagner. Sinon, toutes les équipes qui ont organisé la CAN et qui ne l'ont jamais gagné ne l'ont jamais organisé. Nous, on a gagné nos coupes à l'extérieur. Imaginez ce que ces pays ont ressenti. Donc, il faut accepter qu'on peut bien organiser une compétition comme la CAN et la perdre sur le terrain. C'est deux choses complètement différentes. L'événement a une portée historique. On parlera de cette coupe peut-être avec tout ce que ça a eu comme quoi, etc. ou de défaite. On en parlera, comme on parle de 72, ça fait 50 ans. On parlera de 2021 peut-être 100 ans plus tard. Donc je pense que ça a été une bonne organisation. Et à ce titre-là, le Cameroun a beaucoup avancé dans l'organisation. Et je crois que plein de pays vont venir se renseigner comment ça s'est passé ici. Je voulais quand même faire une petite digression sur le drame de Lembe. J'ai été approché par ceux qui ont été blessés à Lembe. La prise en charge n'est pas bonne. Ils m'ont dit qu'après le passage du ministre de la Santé à l'hôpital général, on les a mis dehors et que contrairement à ce qu'on raconte, les frais ne sont pas remboursés. Alors je ne sais pas tous les dons dont on entend parler à propos de ces blessés, où sont partis ces dons-là. Et pourtant, le communiqué gouvernemental à propos de cet incident tragique parle justement de la prise en charge totale par le gouvernement camerounais. C'est loin d'être le cas. En pratique, zéro. Voilà. Voilà. Mais il y a aussi cette actualité, votre actualité particulièrement, qui a défrayé la chronique sur la toile. Vous avez fait une vidéo que les gens ont beaucoup apprécié regarder. Et dans cette vidéo, vous faites savoir que la Coupe d'Afrique des Nations, organisée par le Cameroun, a quand même réussi à taire quelques dissensions politiques. Est-ce que cela peut être vérifié? On commence lundi. Non, vous savez, l'union sacrée, c'est quelque chose aussi de subjectif. Quand on est attaqué, on commence par se demander s'il faut répondre à l'adversaire parce que le frère d'à côté, vous ne l'aimez pas beaucoup. C'est important lorsque la nation, quel que soit le régime, organise une telle manifestation que, bon, malgré nos différences, nos antagonismes, nos ambitions, etc., nos contradictions, qu'on pense au pays qui est au-dessus de tout cela. Donc, parce qu'aujourd'hui, quand vous allez à l'étranger, on vous dit le Cameroun, c'est pas un bon pays, ça ne veut pas organiser la CAN. On dit non, mais non, c'est le régime RDPC qui a organisé. Oui, mais le régime RDPC, bon, c'est au Cameroun, ce n'est pas à l'étranger. Justement, Ferdinand, certains de vos collègues politiques de l'opposition et même de la société civile camerounaise ont estimé que le drame d'Olembe aurait pu être évité si le gouvernement pro-RDPC avait pris les dispositions nécessaires pour encadrer les supporters que le président de la République avait invités à se rendre massivement dans les stades. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les dernières dispositions sécuritaires édictées par la délégation générale à la Sûreté nationale, est-ce qu'il n'y a pas lieu de donner raison à cette opposition-là? Non, il ne pourrait avoir raison. Il faut faire la différence entre faire de la politique et faire des guerres. Il y a des gens qui sont dans des constructions de guerre sur le terrain politique. Des gens qui ont identifié les autres comme des ennemis et qui ont pris leur propre pays comme ennemi tant qu'ils n'ont pas la position qu'ils veulent. C'est ceux-là qui n'arrivent pas à faire le discernement. Les bousculades dans les stades sont d'abord l'exacerbation des passions. Et courant. Ces bousculades sont courantes. Les bousculades autour des spectacles ou des événements sont d'abord des exacerbations des passions.
Parce que tous ceux qui vont se bousculer, c'est parce qu'ils sont passionnés, veulent aller voir le match. Les dispositifs sécuritaires peuvent faillir et à ce niveau, on fait le point et on sanctionne ceux qui ont failli. Ce n'est pas une fatalité camerounaise. Les bousculades dans les stades sont légion dans le monde, sans vouloir justifier ou expliquer la tragédie de Lembe qui est quelque chose de grave, parce qu'il y a quand même eu 8 morts. Et nous étions en train de faire une fête, on s'est retrouvé avec des morts. Ce n'est pas du tout bien. On va donc définir les responsabilités. Mais de là à verser dans la critique parce qu'on a d'autres objectifs, ça ne passe pas. Je vais même aller plus loin. Dans cette CAN, on a pratiquement affronté le monde entier. Parce qu'il y a eu toute une construction contre nous. Et à un moment, c'était un acharnement. C'est choquant. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec la FIFA dans les pattes, tous les ennemis du Cameroun. Moi, j'ai monitoré des médias, mais il faut voir le genre de choses que les gens essaient de construire. Bein Sport, RMC, RFI, France 24. Mais à un moment, vous vous demandiez qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour qu'on mérite tout ça. Les stades. Voilà. Alors, je pense qu'il y a eu un problème de jalousie. On va parler de façon triviale à un niveau. Parce que le visage que nous montrions par rapport à tout ce qui avait été dit allait faire mentir les menteurs, si je peux me répéter. Du coup, il fallait venir placer des éléments de bashing à l'intérieur de l'organisation. Et c'est ça qui est... Des petites choses de rien du tout sont devenues des grandes affaires. C'est-à-dire que les individus font une vidéo dans leur bûche, que non, on est en train d'avancer, mais on est en train de faire des strates. On construit une actualité autour en disant ils sont tombés dans les embouteillages, ils ne sont pas arrivés au stade, ils sont arrivés au stade. La vidéo finalement démentie, même pas. Et même ils sont obligés de venir démentir après, mais ils étaient là lancés sans vouloir recouper. Parce qu'il fallait faire le bashing. Les tests Covid. Mais la CAF sort pour dire que c'est nous qui avons choisi le prestataire. Mais vous voyez des gens qui continuent. Maintenant, si vous ajoutez à ça le fait qu'il y a un ensemble de pays en Afrique qui ont pensé longtemps tenir l'hégémonie du football dans toute l'Afrique, et ils se recrutent en majorité dans le Maghreb. Et ceux-là sont systématiquement de mauvaise foi quand ils sont en face du Cameroun. Parce que le Cameroun est le seul qui conteste leur hégémonie, leur suprématie. Du coup, vous ne verrez pas des Égyptiens qui vont vous faire des cadeaux, des Algériens, des Marocains, parce que les infrastructures même que nous venons de présenter viennent de s'ajouter aux performances que nous faisons déjà, à la qualité, le contenu que nous avons. Parce que quand vous voyez, pour avoir 14 ballons d'or africains, il faut quand même avoir un certain contenu en termes de talent. C'est-à-dire qu'on peut faire une liste très longue de grands joueurs dont la réputation a traversé l'Afrique. Les Égyptiens ne peuvent pas vous en faire 10. Non, on peut vous citer 30. Hein. Pas ça. Donc du coup, on s'est retrouvé là. Et puis le Cameroun a gagné. La première chose que le Cameroun a gagné, c'est qu'il a su dire non, même à des gens. On a dit non à la FIFA. Hein. Les gens semblent oublier cet événement. Hein. Jusqu'à la dernière minute, la FIFA s'est activée pour que soit on diffère la CAN, soit on la transfère, on la déporte, parce que c'est l'expression que je peux utiliser. Du coup, on leur a dit non. L'honneur et la dignité n'ont pas de prix. Ça se joue au Cameroun. Évidemment, la FIFA est venue pour venir s'assurer qu'on va se casser les dents. Ce n'est pas le cas. Maintenant, quand il y a ce qui est de notre équipe de football, dès que vous enlevez l'entraîneur qui est totalement dans la bricole, il y a de grandes choses à faire avec cette équipe. Si on s'inscrit dans le temps, c'est-à-dire qu'on confie l'équipe à un coach qui est sérieux, on lui donne 2-3 ans. C'est pour ça qu'il ne fallait pas faire partie Sidorf. Justement, on va parler des Lions indomptables tout à l'heure. Je voudrais que nous terminions d'abord avec le volet organisationnel. Alors, cher Roland, vous qui êtes un homme politique, qu'est-ce que vous avez relevé de positif et de négatif dans l'organisation de la CAN Total Énergie 2021 au Cameroun? Oui, en ma qualité d'agent de l'unité nationale, je vois beaucoup de positifs. Parce que d'abord, il y a beaucoup de citoyens qui faisaient beaucoup de prières, que le Cameroun ne devait pas hoster cette CAN. Vous convenez? Maintenant, on a montré en Afrique et au monde entier que le Cameroun est prêt et on a fait. Mais on doit apprendre à accepter le défi, comme on dit en anglais. Parce que le football n'est pas comme on parle au quartier. Dans le terrain, c'est différent. Maintenant, Pobia a fait beaucoup, le régime a fait beaucoup pour donner cette infrastructure sportive qui est au niveau international. Maintenant, le problème qui se pose maintenant, c'est que le temps est déjà passé parce qu'on n'a pas eu cette CAN, mais la troisième position n'est pas mal. Mais on doit arriver à cette côte le président, dans son discours du 31 décembre 2021, je cite, tout ce qui se rend coupable de malversation financière ou détournement en assumeront les conséquences. Ça veut dire
on doit revoir au prix de construction de cette infrastructure sportive, parce que il y a des stades qui sont pris jusqu'à 260 milliards pour construire. Maintenant, on doit regarder, les stades sont bien beaux, mais on doit commencer à regarder comment on a construit ces stades. Faire la comptabilité des... Parce que tous ces stades sont construits par l'argent prêté, et avec l'argent que c'est nous les contribuables qui vont rembourser. Maintenant, pour que le pays ne tombe pas à une guerre civile, parce qu'on espère que les choses doivent commencer à être chères au marché, le consommable et les denrées alimentaires doivent être augmentés, c'est automatique. Si le gouvernement n'entre pas pour commencer à arrêter les gens qui sont détournés l'argent de la CAN, c'est très important, parce que quand on voit le Cameroun à l'heure actuelle, il n'y a pas d'argent en circulation. Tout part aux stations pour carburer avec 10 000, il n'y a même pas 5 000. Ce sont les signes de la galère. Parce que monsieur, le chef de l'État a son capacité d'élu des peuples. Il doit rester debout et respecter ce qu'il a dit. Même si c'est lui-même qui est coupable, il doit faire quelque chose. Parce qu'on ne doit pas blaguer. Parce que si on devait gagner cette CAN, ça devait apporter trop d'argent au Cameroun. Maintenant, le vente des billets, le vente des billets qui devait ajouter aussi le revenu dans notre palais étatique. Les gens sont entrés au stade gratuitement. C'était politique. Le gouvernement a appelé les gens, les élites, pour mobiliser les gens. On a payé le billet d'entrer au stade avec l'argent de contribuables. C'est comme tu peux ouvrir un restaurant et tu appelles les gens à venir manger. Tu filmes, tu mets en ligne que bon, le restaurant marche. Pourtant, c'est toi qui achètes la nourriture. C'est pas bon. Maintenant, dans tout cela, le gouvernement doit rester début. Parce qu'on a déjà dépassé l'étape de la CAN. C'était bien organisé. Le Cameroun a fait beaucoup. Parce que moi, il n'imaginait même pas. I never imagined that Cameroun can reach at the state. So we need to applaud them, we need to thank them. But le chef d'État doit respecter ces mots. Du 31 janvier. Du 31 décembre. Oui, parce que le Cameroun uni pour la paix et le progrès, on va sortir en route. Alors, donc pour vous, si on vous comprend bien, il est question maintenant, toujours dans le cadre de l'organisation, justement. Il y a des gens qui passent déjà de très mauvaises nuits. Oui, vous dormez avec eux. Oui. Donc, il venait pour allez-y, terminez. Premièrement, l'organisation a été bon 100%. Maintenant, on doit voir les dépenses. Parce que le Japon, moi, n'atteint pas 260 milliards. Quand tu regardes même le... Est-ce que vous avez fait une expertise pour... Je suis ingénieur informaticien. Je suis ingénieur de fabrication de global électronique. Je connais comment on installe les lettres, on installe les audios, on fait le gazon au stade. Le stade de Diapouma, on a joué le match sans gazon international, c'était le gazon des herbes. Après c'était un match, on mettait la peinture bleue. Maintenant, pour venir, l'organisation est très bien, écoute-moi c'est bien. L'organisation est très bien. Le Cameroun a bien accueilli la CAN. Ça, c'est pas discutable. Le Lion Indoctable a beaucoup joué. Vous comprenez? Jusqu'à on arrive au troisième position. Là, c'est pas regrettable. Maintenant, on doit... parce que la CAN, ce n'était pas un événement politique. Vous comprenez? C'était la fierté de notre pays. Maintenant, on a déjà passé, à partir d'aujourd'hui, le CAN est déjà passé. Maintenant, on doit revenir aux dépenses. Oui, donc établir les responsabilités. Oui, on doit faire un système de contrôle. Comment est-ce que l'argent de l'organisation de la CAN a été géré? Des décements à 19 500. Comment on doit faire un gazon de 13 milliards? Pourtant, ce sont les herbes qu'on a pris au quartier. Comment on doit installer un sound audio système de Dolby à 44 milliards? Pourtant, on peut importer ça en Chine à 2 milliards. Comment on a fait le lighting system à Diapouma, à Olembe et au stade au nord de notre pays à 44 milliards? Pourtant, il y a le LED de Chine, environ 400 millions. Alors, Ferdinand, il évoque là peut-être les causes lointaines de la mauvaise organisation de la CAN. Non, il faut faire la différence entre l'organisation et la construction des infrastructures. On entre dans la gestion de l'État. L'organisation est d'abord assurée par deux entités, le Cameroun et la CAF. Donc quand il faut parler d'organisation, il va falloir faire le bilan des deux entités. Et maintenant, les infrastructures, c'est la gestion normale d'un pays. Quand on déclenche un projet ou la construction d'une infrastructure, évidemment qu'il y aura un moment où on va s'arrêter pour faire le bilan. Ce qu'on appelle stock control, c'est TOC. Chez nous les petits, parce que les gens savent pas que c'est ça. Ça va donc arriver. Et là, c'est seuls les experts qui pourront avoir des éléments, qui pourront nous donner certaines informations arrêtées, comme vous faites là. Parce que là,
Ce que vous faites, c'est de la spéculation. C'est-à-dire que vous avez certainement des bribes d'informations, vous n'avez rien d'arrêté. C'est pas de spéculation. Dites-vous bien que ce fait que je parle. Après ce programme, il va donner le liste de prix de gros et tout ça. Vous n'êtes pas l'expert de l'État pour les enquêtes parce que le prix même au pays a un tu parles dans la RDPC, tu parles pas mal de système. Le prix même au pays a un ensemble d'éléments. Parce qu'il y a la conjoncture que je parle. Il y a un prix mondial. Roland, permettez que Ferdinand termine. Voilà. Je suis totalement d'accord avec qu'on doit faire le bilan et qu'il va falloir arrêter ceux qui se sont amusés avec l'argent du contribuable. Ne vous trompez pas, ne pensez pas que je suis en train de les défendre ici. Je ne porte pas les gants pour le dire, ils le savent tous. Mais, quand il s'agit d'un projet ou d'une construction, quand on finit de construire, on s'arrête, les experts viennent, ils font le point si les termes de référence ont été respectés, si les termes techniques, quelles ont été les dépenses. S'il y a des détournements, on va sanctionner les responsables. Mais n'allons pas faire dans le populisme. C'est-à-dire qu'on part sur la base des éléments qu'on aurait soi-même happé de gauche à droite. On va sur les déclarations, on aurait dû faire ceci qui coûte 2 milliards, ils sont venus avec quelque chose de 44 milliards. Parce que si on vous demande de servir une facture ou un élément pour justifier ça, pour expliquer ça, vous allez sortir un papier que vous avez produit vous-même, qui n'est pas un document qu'un expert judiciaire, par exemple, peut utiliser. Je suis en contact avec les entreprises souffrez que je parle. qui délivrent ça Souffrez au que prix international. Permettez. Le prix était différent. Roland, permettez. C'est pour ça que j'étais en train de dire que le prix peut même obéir à une certaine conjoncture. N'est-ce pas? Souffre que je parle. Le prix peut obéir à une certaine conjoncture. Vous pouvez arriver en Chine à un moment où la spéculation fait que le matériel coûte plus cher. Non, je vous prends seulement au Cameroun. Oh là là. Allez-y, Ferdinand. Vous savez, c'est ça. Du même, puisque vous êtes dans le... Non, il a été au G35. Donc là maintenant, il est présent dans c'est ce qu'il faut faire. Il défend les systèmes, mais c'est pas bon. Parce qu'il y a le prix international des gadgets pour tout le stade. Mais dès que le Cameroun n'est pas ajouté, le prix augmente. Ok, je vais vous repasser la parole, mais permettez à ce que Ferdinand termine son propos. Il faut arrêter la fantaisie. Il faut arrêter la fantaisie. Nous sommes dans un état, on n'est pas en train de tourner un film. Oui. Quand il y a une situation, on a construit un bâtiment, on a fait des dépenses, il y a eu un prestataire, il y a eu les termes du marché. Quand ce marché finit, l'État s'arrête pour faire le point. Et c'est seul l'État, dans ses enquêtes, qui peut vous donner un élément vrai. Avant ça, tout ce qui se passe autour, on rentre dans la spéculation. C'est comme ça qu'on a fait circuler, qu'on a... Si vous avez venu, c'est le sport. 3000 souffre que je parle. C'est pour ça qu'on a fait circuler dans l'opinion qu'on a dépensé 3 000 milliards pour construire des stades. C'est faux. C'est faux. D'accord. On aura l'occasion de... Parce que les gens sont capables de vous dire que non. Je vais donner la parole. Les gens sont capables de vous dire je me suis informé à tel endroit. N'est-ce pas? Et on a dit que le matériel a coûté tant. Est-ce que vous avez la preuve que c'est lui qui l'a acheté à cet endroit? Est-ce que vous avez mesuré, vous avez pris en compte le fait que ce matériel peut se transporter, qui peut être dédouané? Ça rentre dans le prix. Est-ce que vous avez pris en compte que celui qui est dans le chantier va utiliser des employés, va pouvoir acheter des agrégats et que tout ça va rentrer dans le coût du bâtiment? C'est pour ça qu'il faut s'arrêter après pour faire le point. Au lieu de se lancer... Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand vous faites circuler des chiffres comme cela, le citoyen lambda, qui n'a pas toute l'intelligence que nous avons ici, sans vouloir dénigrer certains Camerounais, prend ça au premier degré et s'assoit au quartier et se dit, si je souffre, et c'est comme ça qu'on construit la révolte dans les esprits. Si je souffre, c'est parce que Congo allait prendre le matériel qui coûte 2 milliards. Voilà. Alors qu'il a dit que c'est 44 milliards et que c'est tel qu'il l'a dit à la télé. Ok, on vous a compris. Roland, je voudrais en quelques 30 secondes pour donner quelques éclairages parce que c'est à partir de votre propos qu'il a pris la parole. Oui, s'il vous plaît. Quelques secondes. Oui. Il est du système. Il doit protéger le système. Il était comme lui 3 ans passés. Et quand il me suis découvert que le système, la RDP, ce n'était plus un parti politique, c'était un système de gouvernement mafia. Bon, il vient tout de suite là. Oh, l'argent qu'on a construit sur toute infrastructure sportive, plusieurs parts de ces montants est prêté aux bailleurs des fonds internationaux. C'est nous qui va payer le contribuable. Maintenant, quand on construit un stade, n'est-ce pas, il y a un pro forma invoice, ce qu'on dit en anglais.
Et quand le stade est fini, il y a un montant que le bail des fonds doit avoir. Vous comprenez? Ce qu'il dit là, il ne connaît pas. Tout le prix qu'on a construit, tout le stade avec, n'est-ce pas? À 5 francs jusqu'à 0 francs, n'est-ce pas? C'est là, écrit. Même les gens, c'est pas un truc du quartier, c'est sur le prix officiel. Maintenant, c'est officiel selon avec un prix de sac de ciment à 19 000. En temps normal, quand on voit tout le matériel qu'on a utilisé pour construire ces stades, n'est-ce pas? Le prix sont quadruplés. Vous comprenez? Ça veut dire, les gens qui ont pris cette marché, ils ont pris beaucoup d'argent, ils ont mangé, mais le peu qu'ils devaient utiliser pour construire ce stade, le stade ne mérite pas le vrai prix qu'ils devaient mettre ça. Ok, on vous a compris. On aura une émission spéciale pour essayer de voir comment est-ce que qu'on a géré l'argent pour la construction de ces infrastructures sportives. Mais pour le moment, je voulais qu'on l'organisation. La thématique les gens qui ont pris le levier d'État vont être poursuivis. Pour les blagues pas. Si on va pas dire ça, si on va pas dire ça, tu ne parles plus. Voilà, vous êtes du couple, vous êtes du Manidel, vous êtes du MPC. Donc, je ne voudrais pas une confrontation. Même le président du parti a dit dans son discours. Je vais dire un petit mot. Un petit mot, juste un petit mot. Tout ça, c'est du populisme. Ce n'est pas. Le chef d'État a dit qu'il va arrêter les gens. Ce que tu as dit, je l'ai déjà dit. Paul Biya a dit qu'il va arrêter les gens, mais... Non, ce que tu as dit... Vous êtes un simple militant. Ce que tu as dit... Ce que tu as dit, je l'ai déjà dit. Quand on te dit que quand on construit, on fait un chantier, n'est-ce pas? Et qu'on a dépensé de l'argent public, il y a un moment où, et c'est systématique, on n'a même pas besoin que le président ait dit. Attendons donc que le président de la République réagisse. Attendons que le président de la République réagisse pour établir la responsabilité. Attendez, venez dans l'émission, Ferdinand. C'est du populisme. On va évoluer. Je vais maintenant s'il vous plaît. On va évoluer parce qu'il n'y a pas que les Camerounais qui ont vécu la CAN et son organisation. Nos reporters étaient sur le terrain hier à l'issue du match Cameroun-Burkina Faso et on a interviewé les journalistes qui ont aussi jeté un regard sur l'organisation de la CAN. On les écoute. Vous avez entendu tout ce qui s'est dit autour de cette organisation-là. Finalement, elle a eu lieu, le Covid tant redouté, n'a pas été un facteur qui a empêché donc la tenue de la manifestation. La CAN a eu lieu, elle se termine bientôt. Je pense que globalement, on est satisfait de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations-là. On est aussi content que le Cameroun se soit doté d'autant d'infrastructures de qualité, surtout de standards au niveau mondial. Je pense que pour nous, Africains, on peut se satisfaire, même s'il y a des petites choses qu'on peut améliorer. Je pense que les autres pays qui organiseront la Coupe d'Afrique des Nations, dans son format actuel avec 24 pays, pourront donc toucher les petites imperfections qu'on a pu constater ici au Cameroun. Donc, je pense surtout des programmations qui se chevauchaient au premier tour, où on avait des matchs de même poule qui se jouaient le même jour, alors qu'on pouvait décaler. Vous savez aussi, regardez un peu la programmation de cette semaine-là, où le demi-finaliste du jeudi doit jouer le match de classement le samedi, c'est-à-dire 24 heures seulement de récupération. Avant cela, ce sont des petites choses comme ça qu'on a pu constater. C'est une Afrique des Nations qui a été très très bien organisée, qui était extraordinaire. Il y a eu de très beaux matchs. Et on va encore en vivre ce soir et on va vivre, j'espère, une très très belle finale. Je trouve que le Cameroun a fait de très gros efforts et c'était vraiment un superbe CAN. Dans une compétition, il y a toujours des choses à corriger, mais pour autant, l'important c'est de regarder le résultat à la fin et de savoir si les gens ont pu voir les matchs, s'ils ont été bien retransmis, s'il y a eu vraiment une belle organisation. Et je crois qu'on peut être content de cette organisation et de voir comment ça s'est passé. Donc, il faut en retirer beaucoup de positifs et se dire que voilà, enfin le continent a fait une très très belle CAN et le Cameroun a fait une très très belle CAN. J'ai aimé, j'étais là depuis le 6, depuis la cérémonie d'ouverture au stade olympique. Et là on est dans le match Cameroun-Burkina pour la 3e place. Tout va bien. J'ai trop aimé Yaoundé, j'ai trop aimé le Cameroun. Même le peuple est très gentil. C'est une belle compétition. Au début, ça a été difficile. On n'avait pas pensé qu'on n'allait pas avoir grande chose au niveau de la qualité du jeu, mais en fin de compte, on a vu par moments de beaux matchs. Sur le plan niveau, je crois que le niveau quand même il est plus que moyen. Et il y avait la qualité
sur le plan tactique, on sent que ça travaille beaucoup. Les équipes ont montré de bonnes dispositions et on peut se rejouer à ce niveau-là. Maintenant, sur le plan organisationnel, pratique, on a senti au début aussi également quelques débuts, je ne sais pas comment qualifier, un peu chancelante, une organisation un peu chancelante. Quand on est arrivé à Olembe, on a senti que c'était pas totalement parfait, le centre média n'était pas parfait encore, ça tâtonnait encore, mais il a fallu quelques jours pour que les choses, la mayonnaise prenne. Et par la suite, bon, l'ambiance du foot africain était là, et de façon générale, on peut dire que ce fut une belle fête. C'était donc là quelques journalistes rencontrés au stade Ahmad Douaïdjo hier, et eux aussi ils ont fait la lecture de l'organisation de la CAN Total Énergie 2021 avant d'aborder le sous-thème, professeur, le deuxième sous-thème qui nous intéresse concernant justement la position des Lions dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a quand même quelque chose qui peut échapper à beaucoup de monde, la réaction, les agissements du public camerounais au lendemain de l'élimination, ou alors le jour même où on a éliminé la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont été hués, les supporters ont été tués, hués. Est-ce que ça ne peut pas impacter, est-ce que cela ne peut pas provoquer peut-être une sanction à l'endroit du public camerounais? Non. En fait, ce sont des mouvements d'humeur et des mouvements d'opinion entre les deux pays. De quoi tout cela est parti? Tout cela part en fait du match Cameroun-Côte d'Ivoire à Japon. Les supporters ivoiriens, les aficionados ivoiriens en élimination de Coupe du Monde, en éliminatoire de Coupe du Monde. Donc ils n'ont pas accepté la défaite de leur équipe, parce que vous savez que pour une grande équipe africaine comme la Côte d'Ivoire, ou le Cameroun, l'Égypte, le Nigeria, tout ce que vous voulez, aller en Coupe du Monde c'est important. Ils n'ont pas digéré cette défaite, et donc à l'occasion de la CAN, ils ont récupéré la vague de désinformation sur le Cameroun. Ce qui a donc choqué les Camerounais, c'est qu'ils disaient que les Camerounais c'était des tricheurs et qu'en particulier ils avaient triché pour battre les Comores en faisant suspendre tous les gardiens de telle manière que les Comores n'aiment même plus de gardiens, ce qui en fait n'est pas exact. Parce qu'à la dure, chacun, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en réalité c'est un gardien de but. Il est gardien de but et latéral. Ça veut dire que c'est pas, même quand vous l'avez vu jouer, vous comprenez qu'en fait, ce n'était pas la première fois qu'il jouait gardien. Il a sorti un ballon que même un très grand gardien ne sort pas nécessairement. Donc ça énervait donc aussi les fanatiques camerounais. Vous connaissez le fanatisme sportif qui ont donc commencé à répondre aux Nigérians. Ils étaient d'autant plus choqués que contre l'Algérie, à Japoma, ils avaient soutenu la Côte d'Ivoire. Et alors ils ne comprenaient pas pourquoi des influenceurs ivoiriens, le révérend Makosso, il y a un autre influenceur qui se fait appeler Apouchou et autres, ont commencé à attaquer le Cameroun. Donc ils ont donc décidé de se venger lors du match contre l'Égypte, en faisant d'ailleurs quelque chose qui nous a peut-être coûté la CAN dans une autre sphère, c'est-à-dire qu'ils ont chanté l'hymne Biladi, l'hymne de l'Égypte, et ils ont hué donc les supporters ivoiriens, puis il y a eu quelques fêlés de part et d'autre qui ont brûlé des draps, des drapeaux et des maillots. Ça, ce sont des dérives, qui ne sont pas acceptables. C'est du football, on peut être passionné. Moi, je suis un grand passionné de football. Je ne vais pas manger un Égyptien parce que les Égyptiens nous ont éliminés. Là, nous, on les a battus en 2017 et aujourd'hui, ils nous éliminent. Et puis, les matchs Cameroun-Égypte, c'est toujours 50-50. Alors, un match de finale Cameroun-Égypte ne finit pas 2-0. C'est toujours 2-1, 1-0 au pénalty. Alors, on peut être rassuré dans l'ensemble que le public camerounais s'est bien comporté tout au long de cette polémique-là, il n'y a pas eu de souci. Il n'y a pas eu de souci. Vous avez vu, les Égyptiens n'ont eu aucun problème quand ils nous ont battus. À la limite, c'est même contre notre encadrement que les gens étaient furieux. Alors, le Cameroun ne va donc pas jouer la finale de la CAN 2021, mais hier samedi, le pays organisateur a gagné sa petite finale face au Burkina Faso. Président Anissé Kane, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que le Cameroun n'arrive pas en finale? Je voudrais d'abord dire que organiser la CAN, ce n'est pas pour la gagner. Nous, on a gagné ailleurs. Nous, 5 étoiles, on ne les a pas gagnés au Cameroun. Président, c'est pas trop facile de le dire. C'est trop facile de dire qu'on a gagné ailleurs. Non, pas toujours gagné. Le Nigeria n'a pas gagné en 2000.
L'Égypte n'a pas gagné en 2019. Professeur, président, le contexte est quand même particulier. On sort de 50 ans de disette sans organiser une CAN au Cameroun et puis avec tout ce qu'on connaît. Et 5 étoiles, faut les mettre en parallèle. Toujours avec élimination du pays organisateur. Élimination du pays organisateur, non. Moi, il y a un problème nouveau. En fait, c'est les réseaux sociaux qui amplifient. Vous savez, les batailles, les rangées entre les supporters des clubs ou des nations, c'est monnaie courante. Elles ont une intensité qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu ici. Il y a des supporters, ailleurs, on les attaque avec des gourdins, des cailloux. Donc, ce sont les réseaux sociaux et toute l'ambiance du bashing anti-Cameroun qui fait remonter des choses complètement périphériques, comme il y a des supporters. Bon, dans tous les stades du monde, ça se passe. S'ils avaient été même violents, ils les auraient attaqués physiquement, comme on les voit avec les hooligans. Quand les Néerlandais rencontrent les Pays-Bas, c'est de véritables guerres. La preuve, dans les stades en Europe, il y a toute une police spécialisée dans la gestion des supporters. Non, moi je pense qu'il faut minimiser ce qui nous a pas permis de gagner cette CAN. Il faut que je dise la vérité. D'arriver en finale déjà. D'arriver en finale. Il faut dire la vérité, il ne faut pas tricher. On n'avait pas la meilleure équipe du tournoi. On n'avait pas. A priori, on n'avait pas la meilleure. On avait le fait qu'on jouait chez nous. Dans le collectif ou bien sur le plan des individualités? Sur le plan technique. C'est-à-dire que sur le plan de l'analyse technique, on n'avait pas la meilleure équipe. Elle s'est améliorée au fil du tournoi. Elle a le fighting spirit que la plupart des équipes, les grandes équipes d'Égypte, la Côte d'Ivoire n'ont pas. Et c'était les atouts. Mais surtout, il y a eu un très mauvais coaching. Je ne voudrais pas en rajouter sur Conceição, mais il y a vraiment parce que regardons là, ce qui s'est passé hier. Je ne sais pas, quand il faisait l'équipe qui a joué en premier mi-temps, il avait déjà liquidé pratiquement la 3e place. Quand on regarde l'équipe qui a commencé le match, c'est comme si Conceição avait déjà dit, bon, la 3e place ne nous intéresse pas. Vous ne pouvez pas, pays organisateur, vous avez la possibilité d'être sur le podium et faire en fait une équipe B. Parce qu'en réalité, c'est une équipe B. Ces joueurs qui sont arrivés, qui n'ont pas joué tous les matchs, qui n'ont donc pas la forme indispensable. La preuve, en deuxième mi-temps, il remet une équipe et nous rattrapons 3 buts. Donc il avait déjà liquidé, comme c'est ça, il était en vacances, il avait déjà liquidé la 3e place, ce qui n'est pas correct. Compte tenu de l'ambiance. Dans l'attitude, ce n'est pas correct. C'est pas correct, non. Coach à ce niveau-là. Surtout au niveau de l'ambiance. Il devait se dire que le pays a quand même besoin d'une 3e place. Et ne pas liquider. Et si vous permettez, en fait, c'est pour ça que ça finit bien. Il y a eu une véritable profanation. Vous savez que en dehors du Congo en 72 et du Gabon en 88, le Cameroun n'a jamais perdu en Fandon au stade Amadou Ahidjo. Et donc venir se faire battre 3-0, c'était un sacrilège. C'était un véritable sacrilège. Oui, continuez. Donc je pense que c'est ça. Sur le plan technique du coaching, il y a une grande responsabilité dans le fait qu'on ne soit pas allé au moins jusqu'en finale. Mais bon, il faut savoir perdre. Et nous avons, je veux dire, un challenge bientôt avec les barrages, tous les éliminatoires de la Coupe du Monde. Un match en aller-retour. Un match aller-retour avec la Côte d'Ivoire, avec l'Algérie qui est, bon, l'une des meilleures équipes d'Afrique. Donc il faut voir comment on va gérer ça et sortir Ouagaïardi par cette 3e place qui a montré une fois de plus que le lion ne le mange pas aussi facilement. Parce que c'est pas évident ce qui s'est passé hier. Et moi j'en profite pour féliciter tous ceux qui sont supportés jusqu'au bout. Je le disais tout à l'heure à l'entente de l'émission. Oui. Supporter une équipe, c'est très subjectif. Si votre femme fait une petite
infidélité entre griffes, vous ne la renvoyez pas le lendemain matin. Vous essayez quand même d'arranger la situation. Donc, il faut supporter son équipe en tout état de cause. Bien sûr, faire des bilans, faire des critiques, mais bon, on ne jette pas le bébé avec l'eau de bain. Alors, Roland, les Lions ont gagné le match de classement et beaucoup estiment que cette victoire ne doit pas être célébrée parce que les Lions pouvaient faire mieux au niveau des demi-finales. C'est justement pour ça que je vous pose la question. Est-ce que cette victoire a le mérite d'être célébrée? Franchement, devant me dire, je ne crois même pas qu'on va arriver à cette étape. Parce que quand j'ai regardé nos premiers matchs, maintenant, trop de mauvais esprits au niveau des organisations de cette CAN. Il y avait trop de personnes, de citoyens camerounais qui n'est pas accepté dans les esprits qu'on va jouer le CAN. Comme le professeur a bien dit, on a eu le match à Limbe, le chef-lieu de séparatistes, sans problème. Vous comprenez? Maintenant, aussi, malgré tout le détournement des fonds des CAN, malgré tout, le Cameroun a beaucoup fait. Effectivement, même en brousse, on a eu le lancement en brousse que les gens pleuraient quand Cameroun a marqué le séparatisme. Ça veut dire que le Cameroun, c'est un pays qui ne peut pas être séparé. Maintenant, le problème, c'est qu'on doit applaudir, on doit célébrer, parce qu'on a fait beaucoup pour arriver à ce stade. Quand on voit d'abord le match d'hier, là, 3-0, n'est-ce pas? On a égalisé jusqu'au niveau des pénaltys, c'est beaucoup. Maintenant, je voulais envoyer un message aux dirigeants sportifs du Cameroun de laisser comme c'est ça. Parce qu'on a l'habitude de changer l'entraîneur. Maintenant, si on va prendre encore un nouveau entraîneur, parce que lui, il doit avoir le temps pour corriger ses fautes. Vous comprenez? Il n'a jamais été un coach de l'équipe nationale. C'est son premier job. Bon, on doit laisser comme ça il doit corriger ses fautes. Parce que si on cherche encore un nouveau entraîneur, il va venir commencer à apprendre. Vous comprenez? Si on laisse le type là, il vous joue que d'abord on va gagner notre match de qualification pour le coupe mondial. Mais si on change, on va encore un nouveau entraîneur qui va commencer à apprendre notre équipe nationale. Donc pour vous, Conceição doit continuer jusqu'à... Il doit continuer parce qu'il doit avoir le temps pour corriger ses fautes. Alors, professeur, voilà, sur le plan technique, il y a beaucoup, les voix s'élèvent, hein. On a regardé, on a suivi quelques déclarations sur les réseaux sociaux, très véhémentes. Certains estimaient que l'entraîneur des Lions Indomptables doit partir, qu'il n'a pas le niveau de cette équipe nationale, et beaucoup demandent que cela se fasse même ce soir, qu'il parte du Cameroun. Alors, est-ce que pour vous, le problème se pose au niveau de l'encadrement technique? Je dirais d'abord d'entrée de jeu que Vincent Aboubakar et Stéphane Baoken ont sauvé Conceição hier. Si le président, oui, Vincent Aboubakar et Baoken, Stéphane Baoken ont sauvé Conceição hier. Ça dit que si on nous avait battu 3... Il a un souci, Conceição. Mais ce n'est pas un bon entraîneur. Moi, je suis désolé, ce n'est pas un bon entraîneur. Parce que en fait, il a... En plus, on le découpe aujourd'hui. Oui, ça on le sait depuis longtemps. C'est un entraîneur même pas de deuxième zone, c'est au moins quatrième zone. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour le mettre à ce niveau-là. Les réseaux. Bien sûr, bien sûr. On sait comment ça s'est passé en réalité. La lecture du jeu, il n'a pas. Le management même du match, vous avez vu Kéros. Comment Kéros a pesé sur l'arbitrage. Il a pesé sur l'arbitrage en faveur de son équipe. On l'a expulsé peut-être, mais il a fini par gagner la bataille. Vous avez vu qu'en premier mi-temps, les Lions étaient extrêmement dominants. Ils ont même failli faire la différence. Quand Kéros a vu ça, il a changé son dispositif, il a bloqué les côtés. Et si l'Égypte n'arrivait pas à se projeter en avant pour marquer, au moins elle était dans le 0-0 qu'elle affectionne, parce qu'elle a de très bons gardiens, de très bons tireurs de pénalty. Et manifestement, Conceição n'avait pas prévu les pénaltys. Quand vous regardez comment on en a plongé hier, c'est pas la même chose l'autre jour. Ça veut dire qu'en fait, il ne s'est pas vraiment préparé pour la séance. Sans vous couper, on a regardé la petite discussion entre le staff technique et les joueurs peu avant la séance de tir au but, où certains, peut-être le coach avait voulu reconduire certains, mais les joueurs faisaient les signes de la main que non, pas celui-là, il faut plutôt prendre. Donc vous comprenez, pour être dans la même logique que vous. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que, avec la pression, les cadres ont fui, disons là vraiment de manière sèche, les cadres ont fui les pénaltys. Et ils ont sacrifié les jeunes
On a dit, bon, vraiment, celui qui veut tirer. Bon, comme ils ont fui les petits, on dit, bon, comment on va aller tirer? Sauf que c'est l'entraîneur qui devait régler. Voilà, l'entraîneur devait régler en imposant au cadre d'aller tirer. Parce qu'il faut prendre ses responsabilités. Les gens ne peuvent pas revendiquer le pouvoir tous les jours. Maintenant, quand il faut justifier ce pouvoir, il fuit. Non. Donc, il n'a pas réglé ce problème. Voyez la composition de ceux qui ont tiré hier. Ceux-là auraient été au stade, tirant contre l'Égypte. Oui. Ça aurait même modifié la séance. Parce que quand vous tirez, quand ça dit, même si vous n'êtes pas un gardien fort au pénalty, quand vos coéquipiers marquent, ça vous donne la motivation de dire, je vais aller chercher un pénalty pour qu'on essaie de gagner. Mais quand le premier, le deuxième tireur rate, le troisième rate, vous êtes déjà complètement hors du coup. Non, le quatrième c'était réglé. Quand Clinton allait tirer, c'était évident qu'il allait rater, puisqu'on était déjà battu. On était déjà mené à 2 buts d'écart, c'était quasiment réglé. Ensuite, même le jeu, la manière de jouer. C'est vrai qu'en fait, le match de demi-finale, c'est le meilleur match en termes de structure. L'un des meilleurs du tournoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a un technicien de rang mondial, cette équipe qualifiée pour la Coupe du Qatar, si elle se qualifie, va faire de très grandes choses là-bas. Maintenant, l'enjeu, c'est de pouvoir se qualifier parce qu'on a un os dur à croquer qui s'appelle les Fennecs d'Algérie, qui ont une double revanche à prendre. Revanche parce qu'ils ont raté la CAN. Revanche parce qu'ils ont une petite rancune contre les Camerounais d'avoir soutenu les Ivoiriens lors de leur dernier match. Donc, ce coach n'est pas bon. Maintenant, on va lui laisser un sursis. Le sursis, c'est jusqu'au 29 mars. Mais, souhaitons qu'il qualifie l'équipe. Jusque-là, ça ne suffira pas. Il faudrait qu'il montre autre chose pour être en mesure de rester à la tête des lions. Mais c'est quand même un coach qui il est sous contrat. Est-ce qu'on va... Ça, c'est les techniques. Je ne veux pas parler de certains langages. Mais justement, pour verrouiller la logique qu'il a installée là, on lui a fait un long contrat. Ce qui n'était même pas en réalité opportun. Parce qu'en réalité, ce contrat-là, de toutes les manières, il va s'arrêter avant le terme. Parce que si on va en Coupe du Monde, il est déjà évident, avec le niveau de cet entraîneur, qu'il ne peut pas nous conduire efficacement en Coupe du Monde. D'abord, dans son parcours, ça n'a pas été un joueur important dans son pays, parce qu'il a quand même joué au football. En tant qu'entraîneur, même, ses références sont assez maigres. C'est peut-être s'il était allé en finale de cette CAN et qu'il avait gagné, qu'il allait donc devenir un entraîneur quelconque. Oui. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et puis, il tâtonne trop. Vous ne le voyez jamais se révolter. Un grand entraîneur ne reste pas là assis. Il pose la main sur la tête, tout simplement. Non, vous voyez Kéros, il fait du bluff, il fait de l'entorse, il provoque les arbitres, il influence le jeu. Oui. Parce que ça compte beaucoup. Pourquoi Kéros faisait ça? Parce que Kéros se disait, on joue contre le pays organisateur. C'est une grande nation de football. On ne sait jamais, sur un acte de jeu, comme c'est le pays organisateur, la décision peut leur être favorable. Donc il entre pour montrer que l'arbitre peut influencer et favoriser le Cameroun pour pousser l'arbitre à rester correct. Il anticipe. C'est ça le grand entraîneur. Et vous avez vu comment il a corrigé l'organisation tactique de son compatriote Concession en deuxième mi-temps. Je dis... S'il te plaît, et on a vu, il a anticipé sur les pénaltys. Il a fait rentrer le 9. 15 minutes après, il sort. Et le gars était fâché. Et on lui dit non, c'est pour que l'équipe gagne. Ouais. C'est ça. Et vous avez vu le gardien égyptien avec des petites filles sur sa bouteille d'eau. Ouais. Apparemment, il avait eu des indications sur la manière dont les Camerounais tirent le pénalty, effectivement. Ah. Et là, il s'est retrouvé avec peut-être des tireurs. Il avait mal à l'épaule. Oui, donc, il y a eu un problème de jugement. C'est à droite qu'on devait tirer. Puisque c'est à l'épaule droite qu'il avait. Alors, ça s'est passé comme ça s'est passé. Alors, Ferdinand, comme en 1972, le Cameroun est éliminé aux demi-finales, cette fois à Olembe, un stade flambant neuf, au regard de cet autre échec qui intervient 50 ans après, est-ce qu'il n'est pas temps de se rapprocher des populations autochtones qui estiment qu'elles sont propriétaires du site et que les dédommagements sont en inadéquation avec l'investissement, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien reçu? Non, je disais tantôt hors micro que le problème des dédommagements était un faux problème. C'est encore des inventions faites de toutes parts. C'est un terrain marxiste depuis 78. Depuis 78.
Le terrain est immatriculé mardi. Au moment où on a pris les terrains, là où il y a la présidence aujourd'hui, on a pris les mêmes terrains au Lembe pour les sites mardi. Et tout le monde, c'est le village de ma mère, et tout le monde a été dédommagé. Parce que ma mère est venue trouver l'argent de sa mère, tout le monde dans un compte Biao. Donc le problème des dédommagements ne se pose pas là-bas. Et les gens n'ont pas cette puissance mystique, entre guillemets mystique, de dire comme vous ne nous avez pas dédommagé, alors on va frapper votre événement mystiquement. Mais ils peuvent faire des revendications de notre ordre, nous sommes des Bantous. C'est-à-dire, vous voyez, il y a un ensemble de richesses qui se déploient autour de nous. Faites-nous à manger et à boire, si vous pouvez nous donner un peu d'argent. Ça, ils peuvent le faire. Et on devrait accéder à ça. Mais ils ne peuvent pas se lever avec une certaine force pour dire il n'y a pas eu de dédommagements parce qu'ils les ont eu. Mais sauf que ça s'est passé il y a longtemps. Et que ceux qui sont là aujourd'hui, beaucoup ont même découvert que c'était des terrains mardi au moment où on est venu viabiliser le terrain. Beaucoup de descendants. C'est au on leur montre des dossiers. Donc, ne versons pas dans la superstition. Parce que c'est ça qui va cacher un peu le travail qui doit être fait, comme le professeur disait tantôt. Parce que si on verse dans cette superstition, on va aller s'asseoir dans notre coin en disant on ne nous a pas aimé, la nature ne nous a pas aimé. Ils ont fait de la sorcellerie, vraiment, c'est pour ça qu'on s'est fait battre. Non, il faut travailler. Notre équipe a un bon contenu, mais a un mauvais coach. Et ce coach doit être remplacé. Même s'il faut le faire maintenant, moi je suis plus dur. Parce qu'on peut réajuster. On garde toute la structure, mais on enlève juste le coach. Il y a des agents camerounais. On ne bouge pas François et Jacques, mais on bouge Conceição. Et puis on voit comment on peut faire. Parce que quand vous voyez l'équipe nationale, mais Conceição a joué avec 3 défenses centrales pour 3 premiers matchs. Vous sentez que c'est un coach qui est en train de tâtonner. Les 2 défenseurs centraux des 3 premiers matchs, il a essayé 3 formules. Ce n'est pas possible ça. Tu joues une Coupe d'Afrique, tu vois Castello, Gado, Muguri. Mais à la fin, on parle de la défense centrale, on parle d'un entraîneur de niveau international qui est en train de jouer une compétition internationale de haut vol, comme la Coupe d'Afrique des Nations. Tu essaies de perdre à la défense centrale. Ça veut dire que ça veut dire qu'il est en train de tâtonner. Il devrait même connaître, même quand il les reçoit, puisqu'il a les fiches des joueurs dans les clubs. Il sait exactement comment est-ce qu'il doit procéder. Maintenant, quand vous voyez le match contre l'Égypte, ce monsieur était permanemment dans la bricole. C'est-à-dire que pendant que Kiros était en train d'ajuster le match au fur et à mesure, aller jusqu'à la tricherie, il provoque l'arbitre, pour jouer dans la psychologie de l'arbitre. Demander à ses joueurs de créer des blessures. Puisqu'il y a eu des gestes, le geste c'était quoi? Dès qu'il fait ça, tape, un Égyptien tombe. Moi je l'observais. Il se lève, il siffle, il crie sur un, après il tape son doigt. Il tape ses doigts. Quand je l'ai parlé. Couche-toi, parce que quand on commence à accélérer, et qu'il sent que son équipe peut craquer physiquement parce qu'on met la pression, il essaie de casser le rythme, il se levait toujours, il sifflait, il criait le nom d'un joueur et il tapait sa main. Le gars est par terre à la première sortie de balle, il est malade pour 5-6 minutes. On commence à le soigner, ça refroidit tout le monde. C'est ça l'entraîneur. Conceição faisait quoi? Il avait son chewing-gum. Il était assis. Il était assis dans un coin. Le cadre rouge là justifie tout ce que vous voyez, ce n'est pas avec cet entraîneur qu'on peut espérer aller faire des résultats en Coupe du Monde. Parce que là, ce sera un autre niveau. On peut se retrouver dans une poule où on vous met le Brésil dans les pattes. Ou l'Allemagne. Sinon, on va être ridicule. On peut aller se ramasser 5-6-0 là-bas. Oui, même c'est petit. Nous sommes le Cameroun. Quant à ce qui est de fêter la 3e place, oui, on va s'en contenter. Parce que nous sommes faits pour être premiers. C'est premier ou rien. C'est nous le Cameroun. Il n'y a pas d'autre pays à ce niveau en Afrique. Donc c'est premier ou rien. S'il n'y a pas premier, vous partez avec, comme on dit au quartier. Mais c'est nous le premier. C'est ça le Camerounais. Donc on va s'en contenter parce qu'on ne va pas aussi se ramasser le ridicule chez nous après avoir présenté autant de bonnes choses, à pouvoir construire autant d'infrastructures et être le Cameroun et puis on se pète la gueule, on n'est même pas sur le podium. On était très content de regarder comment l'engouement même des joueurs déjà à recevoir leur médaille de bronze, c'était carrément la fête. Là c'est un bon signe. Et les bons signes sont toujours récompensés. C'est-à-dire une équipe qui avait les moyens. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Kane quand il dit que ce n'était pas la meilleure équipe. C'est aujourd'hui que vous allez voir que le Cameroun était la meilleure équipe. Quand vous allez voir, parce que moi, mon anticipation, peut-être j'anticipe sur ce qu'on va dire tout à l'heure, le match Égypte-Sénégal, moi je veux que le Sénégal gagne. Mais je ne suis pas sûr que le Sénégal va résoudre les équations tactiques des Égyptiens. Et c'est là où vous allez comprendre à côté de quoi le Cameroun... Le coach ne sera pas là. Non, ce que je veux dire, ils ont des cœurs qui communiquent.
Il parlait, même quand on l'a expulsé, il parlait avec l'adjoint. Il parlait avec le deuxième entraîneur. Il y a les oreilles. Là maintenant, le Cameroun ne participe donc pas à la finale. Ça peut sembler dramatique, mais il y a quand même quelques dessous de cette élimination. On a vu le comportement de Choupo-Moting hier, qui était annoncé sur le banc, parmi le 11 entrants, ou bien dans la liste des joueurs. Mais on l'a plutôt retrouvé dans les tribunes. Qu'est-ce qui se peut expliquer cela? Oui, en fait, déjà, il y a un vieux malaise entre Choupo et Concession. Vous savez qu'au moment où Concession arrive, c'est Choupo qui est le capitaine. Oui. Et malheureusement, on a pris la mauvaise habitude, désormais, dès qu'on change d'entraîneur, de changer le capitaine et de cibler l'ancien capitaine. Depuis que Samuel Eto'o a perdu le brassard, Bian a été victime. Quand le nouvel entraîneur est venu, Moukandjoane a été victime. Après, c'est Choupo maintenant. Donc, il y avait déjà une tension qui a fait qu'il y a eu des blessures diplomatiques quand on l'a appelé. Concession, on n'a jamais apprécié cela. Et donc, il a choisi donc de faire de Choupo un remplaçant. Là où ça n'a pas marché contre l'Égypte, c'est que selon certaines informations, Choupo aurait dit au coach, je me sens bien aujourd'hui. Si tu me donnes la chance, fais-moi jouer ce match. L'entraîneur a refusé, avant le match. Et il paraît que pendant le match, il lui a encore dit, coach, je me sens bien, fais-moi jouer. L'entraîneur a refusé. Voilà pourquoi donc, quand on le désigne comme capitaine de l'équipe, il dit non, vraiment, il faut être franc. Et c'est comme ça qu'Oyongo se retrouve avec le brassard. Malheureusement, on ne s'entend pas. On ne s'entend pas, je ne peux plus jouer sous tes ordres. Parce que là, tu m'as manqué de respect. On ne peut pas jouer 120 minutes contre l'Égypte. Je suis venu ici, j'aime mon pays, je vais apporter quelque chose. Tu ne me fais même pas jouer. Ouais. C'est le troisième, la place de qui me fait jouer. Je préfère laisser mes coéquipiers jouer. Je ne suis pas prêt à jouer ce match. Oui. C'est un problème qu'il faut régler. Pourquoi? Parce que dans la confrontation contre l'Algérie, on aura besoin de joueurs qui peuvent varier le jeu. Jeu long, jeu court, garder le ballon. Garder le ballon. Technique. En fait, là, pour l'instant, on ne sent qu'en avoir deux. Jean Onana, qui est aussi justement l'une des preuves que cet entraîneur était mauvais coach. Il résolvait les problèmes que nous posait Zambouanguis. Parce qu'il joue vers l'avant. L'une des grandes faiblesses du Cameroun, c'était de ramener toujours le ballon vers l'arrière. Or, il faut jouer vers l'avant parce que ça contribue aussi à créer les occasions. C'est pour ça qu'on a marqué 3 buts au Burkinabé. C'est parce que Jean Onana jouait vers l'avant. Donc, voilà la source du malaise. Et il faut régler ça. Maintenant, j'ai vu Samuel Eto'o hier commencer les négociations. On espère que ça va marcher. On espère donc que ça va marcher parce qu'il y a d'autres... Il n'y a pas que la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a des compétitions en perspective. Il faudrait que le calme soit dans la tanière, malgré les déclarations aussi d'Aboubacar Vincent qui n'ont pas été appréciées par bon nombre de personnes. On dit qu'il a désigné l'équipe nationale. Oui, mais pas la première interview, pas juste après le match. D'abord, vous pouvez le dire au vestiaire, après, mais pas sitôt sorti du stade. Ça a fait mauvais perdant et rapidement trouver des beaux commissaires. Il a été dépassé par ses émotions, je crois. Je crois que... oui, c'est vrai. Je crois qu'il a été... Parce que autant... on en parle parce qu'il faut déjà préparer la voie des prochaines échéances. Autant on a été... Non, tout le problème a déjà été réglé. Bon, il s'est amendé. Autant on a été très bien pour bloquer ça là. Autant dites-vous bien qu'Aboubacar était en Machébu. Un rusé comme Kéros allait évidemment préparer le plan entier d'Aboubacar. Et quand tu as un niveau d'Aboubacar et que tu es bloqué comme ça pendant tout un match, évidemment tu cherches à faire payer ça à quelqu'un. On ne m'a pas donné le bon ballon, je n'ai pas eu le ballon, il fallait me donner. Bon, quand il sort à chaud comme ça, après le match, on peut comprendre, on peut lui pardonner ça, ses émotions, même comme ce n'était pas l'endroit, mais il fallait le dire quand même, parce qu'il fallait aller régler les problèmes. Sur le match, Aboubacar était effectivement frustré, mais Aboubacar a raison. Ça dit, dans un match comme ça, il y a des moments qui sont des moments clés. Si tu as le ballon et que ton coéquipier est mieux placé, il faut lui donner le ballon. Parce qu'il n'y a pas de multiples occasions dans ce genre de match. Or, à 2 reprises, Toko et Faye lui ont refusé le ballon, alors qu'il n'avait même pas déjà d'opportunité. C'est ça qui a fait. Et puis, il faut avoir suivi Aboubacar pendant tout le tournoi. Aboubacar a toujours dit qu'il n'était pas satisfait du jeu. Il estimait que le jeu n'était pas bon, qu'on n'était pas encore au niveau, qu'il fallait plus travailler, qu'il fallait être plus collectif.
Donc il a été peut-être maladroit, mais moi je lui reconnais la vertu d'avoir dit ce qu'il pense. De temps en temps, il faut le faire. Puisque nous sommes dans la lignée des perspectives, hein, pour que le calme revienne dans la tanière, parce que ce qu'on a vu quand même hier, c'est rassurant de voir ce groupe homogène qui célèbre la 3e place, mais il y a eu des joueurs qui ont été tensés par les supporters. Alors, Clinton J, sa situation, est-ce que Clinton J peut encore revenir à l'équipe nationale après tout ce qui s'est passé il y a quelques jours? Non, il peut revenir. Parce que dans la vie, on a l'habitude de voir seulement les échecs, n'est-ce pas? On ne peut pas oublier ce qu'il a fait, le bon pas qu'il a fait jusqu'à... On a marqué. Pendant ce tournoi, il a beaucoup fait. Vous comprenez? On ne peut pas juger parce qu'il a raté un penalty. D'abord, la penalty, c'est un côté compliqué dans un match. Parce que le poteau est d'abord gros, grand, et maintenant tu vois avec toutes les tensions, parce qu'il savait qu'il portait tout le Cameroun dans sa tête. Il y a deux choses, tu dois rater, tu dois marquer. Rien ne peut justifier, on peut comprendre que les passions et les émotions dépassent certains, mais rien ne justifie qu'on s'en prenne à un athlète parce qu'il n'a pas eu les résultats qu'on attend. Pire, s'attaquer c'est bien. Oui. Comme on a brûlé sa maison, c'est un truc, on doit dénoncer ça. On retrouve les responsables, on les traduit en justice. Et si possible, l'État prend les dispositions pour reconstruire notre maison. Effectivement. S'il vous plaît, il faut que le pouvoir en place fait quelque chose parce qu'on a brûlé sa maison au sud-ouest. Ouais. Vous comprenez? Parce qu'il est en colère. Mais ça, ce sont le signe de patriotisme. Parce que tout le monde comptait qu'on devait gagner. C'est mauvais, mais ce sont le signe de patriotisme. Il y a eu des débordements. Oui, et maintenant les gens aussi, pour finir, les gens qui sont morts au stade de Lembe, on ne peut pas blâmer le système. Parce que c'est un signe de patriotisme. Vous comprenez? C'est un signe de patriotisme parce qu'il est parti pour voir le match. Et parmi les morts, il y avait un magistrat pour montrer qu'il n'y avait pas seulement les gens au quartier ou le foule. Vous comprenez? On doit commencer à apprécier quand c'est bon. On ne doit pas être critique négativement. Négativement. Oui. En attendant que les responsabilités soient établies en ce qui concerne. Vous savez, quelqu'un qui se lève, et moi j'ai joué un peu au foot à un certain niveau, quelqu'un qui prend sur lui d'aller tirer le penalty dans une demi-finale d'une compétition de ce niveau, a déjà pensé que je peux faire quelque chose. S'il ne fait rien, ou bien s'il le rate, le supporter doit comprendre qu'il peut marquer comme il peut rater. Mais de là à ce que les gens traversent une île pour aller brûler sa maison, c'est le fruit de ses efforts. Il gagne sa vie honnêtement. Alors justement, on va passer au dernier sous-thème qui nous intéresse aujourd'hui. Dernière chose, les joueurs qui n'ont pas été satisfaisants. Moi, je pense qu'il faut leur donner une chance contre l'Algérie. Parce qu'un gars comme Clinton, comme Bassogo, ou Choupo s'il revient sur sa position, peuvent apporter beaucoup, parce qu'ils ont beaucoup à se faire pardonner, en particulier quelqu'un comme J. Clinton ou quelqu'un comme Bassogo, qui était complètement hors du coup. Ils ont beaucoup à se faire pardonner. Il faut leur donner une dernière chance. Maintenant, s'ils ne la saisissent pas, on va passer à autre chose. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire pour justement aborder les prochaines échéances en toute sérénité. Mais déjà, l'Égypte ce dimanche affronte le Sénégal en finale de la CAN Total Énergie 2021. Mais hier, nos reporters ont recueilli les avis des autres journalistes de sport en ce qui concerne l'issue du match de ce soir. Que pensent les journalistes avant, bien sûr, que nous revenions sur le plateau, donner nos avis aussi. Mais écoutez, je n'aime pas les pronostics, j'ai toujours peur de donner les pronostics et puis après de perdre. Mais on parle de pronostics, je vois le Sénégal monter sur la plus match du monde. Une grande finale entre deux grandes nations, l'Égypte, une équipe qui veut la 8e étoile et une équipe du Sénégal qui veut la coupe pour la première fois. Ça sera trop serré, une rencontre entre deux stars, Salah et Mané. Moi, peut-être Sénégal. Le pronostic pour demain, c'est David contre Goliath. Et quand on regarde les chiffres, l'Égypte c'est 7 trophées, le Cameroun c'est 0, mais le Sénégal c'est 0. Mais lorsqu'on regarde aussi la progression du Sénégal, je pense que techniquement le Sénégal mérite de gagner. Mais pour ce que l'Égypte a montré, pour sa capacité de résilience, passer la Côte d'Ivoire, passer le Cameroun dans cette situation, passer surtout le Maroc aussi, qui était super favori, l'Égypte devient un candidat à prendre très au sérieux. Mais sinon, si ce sont
les chiffres, les statistiques, pour ces dernières années, le Sénégal est bien favori. Je suis naturellement pour le Sénégal, mais attention, vigilance extrême. Le parcours de l'Égypte incite à la vigilance. L'Égypte sort quand même à la 2e place de sa poule, battue par le Nigeria. Ils arrivent en 8e de finale, ils tombent sur l'équipe considérée comme la grandissime favorite parce qu'ils avaient sorti l'Algérie, la Côte d'Ivoire. L'Égypte sort la Côte d'Ivoire. L'Égypte va en quart de finale, il rencontre une équipe marocaine qui avait survolé le premier tour. Ils passent quand même en quart de finale. Menés 1-0, ils arrivent, ils reviennent dans le match, ils gagnent. Contre le Cameroun, cette équipe égyptienne était privée quand même de son gardien, était privée de son meilleur défenseur, Egazi, mais il passe quand même. Si avec tout ça, le Sénégal n'est pas vigilant, c'est qu'ils auront commis une grosse erreur en se disant que ouais, l'Égypte, non. Le Sénégal, s'ils veulent décrocher leur première étoile, doit absolument se méfier. Beaucoup ont peur de donner le pronostic. Certains estiment que non, c'est le Sénégal qui va remporter. Là, il y a un brin de chauvinisme dans le commentaire du reporter sénégalais. Alors, sur ce plateau, on va... Président Anissé Kalé, est-ce que c'est l'affiche que vous attendiez en finale, Sénégal-Égypte? Mais non, mais j'attendais le Cameroun contre un adversaire. Je n'imaginais pas qu'on ne serait pas en finale. Quel adversaire alors? En réalité, il y avait... que l'Égypte qui pouvait nous poser de sérieux problèmes. Il n'y avait que l'Égypte. Parce que c'est une équipe tactiquement bien préparée, collectivement bien agencée du fait qu'ils ont un bon entraîneur. Mais en dehors de ça, bon, c'est pour ça que moi, lorsque l'Égypte a éliminé le Maroc, ça m'a un peu embêté. Je me suis dit que bon, avec le Maroc, on s'en serait sorti beaucoup plus facilement. Justement, les naïfs préféraient l'Égypte, alors je leur disais, faites très attention. Pas du le Maroc est plus prudent. Oui, les Marocains sont de grands techniciens. Mais fragiles en défense. Fragiles, même psychologiquement, ils sont plus fragiles. Ouais, ils craquent très vite. Alors, professeur, l'Égypte face au Sénégal, l'Égypte, le pays le plus titré en matière de Coupe d'Afrique des Nations de football, le Sénégal qui n'a pratiquement pas de trophée jusqu'ici. Alors, est-ce que vous pensez que le sort, ou alors l'Égypte, le Sénégal beaucoup plus, va gagner cette compétition, cette finale par sursaut d'orgueil, tout simplement? Pas favori. Il faut laisser les histoires des médias. Le Sénégal a une très bonne équipe, mais ils n'ont pas une culture de la gagne. Ils n'ont jamais gagné. Et même s'ils ont du talent, on a vu leur fragilité en finale contre l'Algérie, où justement ils pouvaient déjà s'imposer. Or, l'équipe d'Égypte est un morceau plus dur à croquer en raison donc de sa culture tactique, de sa robustesse même athlétique. Vous savez, les Égyptiens, ce sont les seuls Africains du Nord, parce qu'au sens strict, l'Égypte n'est pas dans le Maghreb. Dans le Maghreb. Ce sont les seuls Africains du Nord qui peuvent tenir tête aux équipes d'Afrique subsaharienne ayant une certaine puissance athlétique comme le Cameroun, le Nigeria ou le Sénégal. Par ailleurs, ils ont un génie qui s'appelle Mo Salah, qui même lorsqu'il ne réussit pas son match, sur un seul geste, peut vous changer le résultat du match. Et c'est sur ça qu'ils misent. Et depuis 1984, lorsqu'ils avaient été éliminés lors d'une demi-finale de la CAN contre le Nigeria au pénalty, l'Égypte n'a plus perdu de séances de tir au but dans une compétition africaine officielle. Et ils ont de très bons tireurs. Et c'est le deuxième pays d'Afrique en termes de gardiens après le Cameroun. Ils ont toujours de très grands gardiens. Vous avez vu, ils ont perdu El Shenaoui, qui est le titulaire, mais vous avez vu la qualité de Gabas, qui même blessé, est arrivé par 2 fois à sortir des pénaltys décisifs dans les séances de tir au but. Donc, l'Égypte a un avantage. Maintenant, le Sénégal est un peu plus mature qu'en 2019. Ils ont déjà fait l'expérience de la défaite en finale. Ils ne veulent certainement pas recommencer. Eux aussi, ils ont un atout qui est un génie, un feu follet qui s'appelle Sadio Mané, qui, lorsqu'il est inspiré, peut faire la différence. Ils ont d'autres garçons comme ça, ils ont de bons milieux, comme les 2 gays. Ils ont en défense une défense centrale solide, surtout avec Alilou Koulibaly. Ils ont un très bon gardien qui est le meilleur gardien du monde pour l'instant. Mais, pour que le Sénégal s'impose, le Sénégal doit ouvrir le score avant la fin de la première mi-temps, pour faire sortir les Égyptiens.
Parce que si les Égyptiens ne sortent pas, et si, comme on disait ici, deuxième mi-temps, 70e, 75e minute, on est à 0-0, c'est plié. Alors, il y a aussi que le Sénégal n'a pas que des enfants de cœur. Hein. On a quand même Sadio Mané qui veut ramener le trophée à la maison. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sera peut-être la consécration avec ces échecs de Sadio Mané, tout souvent nominé au niveau du Ballon d'Or européen, mais ça n'a jamais été ça. Est-ce qu'aujourd'hui, Sadio Mané va ramener la coupe devant Salah? Il doit être dans cette disposition d'esprit. Je crois qu'il doit se dire que c'est son moment. Parce que quand tu es un grand joueur et qu'il y a une occasion, parce qu'il n'est pas sûr qu'une autre va se présenter. Parce que lui-même, il commence déjà aussi à prendre de l'argent. Oui, la coupe en descendant. C'est une opportunité pour lui, il doit être dans cet état d'esprit. Une finale, c'est une finale, ce n'est pas un match de football. On joue la finale en prenant un ensemble d'informations sur comment aborder le match. Il ne se limite pas seulement au ballon qui va circuler. Les Sénégalais ont intérêt à imposer leur rythme aux Égyptiens. Et ils ont intérêt à mettre le paquet très tôt pour marquer les premiers. Parce que ça va changer le dispositif tactique qui est un peu tricheur chez les Égyptiens. Si les Égyptiens imposent leur rythme au jeu, c'est plié. Parce que l'Égypte a l'habitude des finales. Ils savent ce que c'est qu'une finale. Et elle a l'habitude des victoires. Parce qu'ils savent ce que c'est que comment on gagne une finale. Voilà. Ça se prépare psychologiquement. Ils savent même économiser de l'énergie à un moment. Ils savent tricher, ils savent casser le jeu. Si les Sénégalais n'amènent pas les Égyptiens à courir après le jeu parce qu'ils sont menés, alors ce sera plié. Peut-être même ça peut se plier en 90 minutes parce qu'ils sont capables de replacer en contre. Donc je crois que c'est le moment de Mané. J'étais le coach de Mané, que je ne lui donnerai aucune consigne dans ce match. J'allais juste lui dire, tu es Sadio Mané et c'est ton moment. Tout simplement. Match pour que tu n'aies pas de regrets après. Et sors tout ce que tu as en toi, c'est le moment. Peut-être que l'occasion ne va plus se présenter. Parce que dans 2 ans, on n'est pas sûr qu'il sera encore au top. Au top. Maintenant, il est très bien accompagné. Mais il ne faut pas que la puissance physique des Sénégalais joue en leur. Pourquoi dans 2 ans? Non, il a déjà un certain âge, Sadio Mané. 23, non? Non, je dis non, disons dans un an. Par ailleurs, il y a un élément qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'il ne faut pas que la puissance physique des Sénégalais soit un élément à leur défaveur. Parce que les Égyptiens sont essentiellement tricheurs. Donc ils vont essayer de mettre la malice dans les contacts pour évidemment provoquer leur puissance physique, créer des coups francs, peut-être même des expulsions. Donc il faut savoir manier cette puissance physique et l'associer à la puissance tactique et utiliser le génie, surtout la vitesse de Sadio Mané, qui peut aller en profondeur pour venir percuter. Mais si les Égyptiens réussissent à atteindre les 70e minutes, allez faire autre chose parce que c'est un match plié. Alors, cette finale qui se joue, on n'oubliera pas le Cameroun, on ne peut pas parler de, puisque nous sommes quand même le pays organisateur, cette finale qui se joue sans le Cameroun, est-ce que pour vous qui êtes Camerounais, vous avez un choix à faire? Sénégal, l'Égypte, quel est votre penchant? Vous optez pour qui? Vous supportez qui? Sénégal. Sénégalais pourquoi? C'est parce que l'Égypte nous a battus. Non, surtout l'Égypte a 7 pour passer par effectivement. Maintenant, le problème, c'est que le match aujourd'hui sera compliqué. Pourquoi? Parce que d'abord, l'absence de l'entraîneur principal au terrain des Égyptiens. Parce que celui, le master tricher, celui, il fait trop de gestes. Parce qu'il joue un ballon dehors. Vous comprenez? Son absence va jouer négativement pour l'Égypte. Maintenant, si Sénégal peut jouer beaucoup pour marquer un but, pour faire sortir l'Égyptien dans les camps, parce qu'ils ont l'habitude de bloquer les camps. Et quand si l'Égypte va marquer un but, ça sera 1-0. Parce qu'ils vont bloquer. Maintenant, il faut que le Sénégal doit jouer beaucoup pour marquer un but avant. Maintenant, ce but va faire sortir l'Égyptien. Sinon, il ne peut pas. Mais comme mon grand frère a dit, s'il faut blaguer jusqu'à 90 minutes, c'est déjà fini. Parce qu'ils sont le bon tireur de pénalty. Oui, ils sont le bon tireur. Maintenant, avec cet esprit
de toujours gagner, n'est-ce pas? C'est dangereux. Non, toi tu vas jusqu'à la 90e minute, j'ai dit 70 minutes. 0-0. Oui. Il vous absorbe les 20 dernières minutes avec une fâcherie fantaisiste. Ça devient un enjeu. Justement, on va jouer, il y a un petit exercice, hein, chacun, pour parler. Dans la finale, alors, dans mon souhait, le Sénégal devait gagner, mais il n'y a quoi pas. Bon, ça ne nous examine pas d'un pronostic. Oui. Qui va gagner le match et sur quel score? Si, il y a des types de pronostics. Oui. Si ça prend un penalty, ça sera 4 à 1. L'Égypte doit gagner. Oui. Si ça prend un match normal, Sénégal va gagner. Combien? 1 à 0. Ok. Alors, président Anissé Kane, Sénégal-Égypte. Oui, pour la beauté du spectacle, il vaut mieux que le Sénégal marque rapidement pour que le match se débride, se joue. Sinon, on va jouer tactiquement pendant 60-70 minutes, comme a dit notre ami. Mais bon, de façon chauvine, il ne faut pas que les cas continuent à s'accroître. Il vaut mieux que qu'on soit à 5 et 7 plutôt qu'à 5 et 8. Et puis ce serait bien, le Sénégal mérite quand même. Oui, le Sénégal, une bonne équipe. Ensuite, à plusieurs reprises, ils sont en finale, en demi-finale. Ils sont la première équipe classement FIFA africaine. Donc ce serait logique qu'ils accrochent leur première étoile. Voilà, justement, on connaît déjà, professeur, vous avez vous penché pour le Sénégal. Je pense que ça sera 0-0. Je pense pour le Sénégal. Et vous renvoyez ça au tir au but? On repartit au tir au but. Et vous voyez le Sénégal en train de faire... Le Sénégal va perdre. Parce que s'ils arrivent... Ah, d'accord. Ils ont quand même un très bon gardien. S'ils arrivent, ils ont un bon gardien. Mais il est fort dans le jeu, mais il n'est pas fort dans le pénalty. Parce que si on arrive au pénalty, le Sénégal va perdre. Parce qu'ils vont revoir leur défaite précédente et les joueurs vont trembler. Leur seule chance, c'est d'ouvrir le score dans les 30 premières minutes. S'ils n'ont pas ouvert le score, ils vont perdre de ce match. Alors Ferdinand, à votre tour. Bon, pour être mauvais envers les Égyptiens, il faudrait que le Sénégal enfin gagne sa première Coupe d'Afrique des Nations. Je dis le football avait une justice, voilà ce qui devrait arriver. Maintenant, il appartient à Sané, à Sadio Mané, de prendre ses responsabilités. C'est son moment. Ça va donc se jouer tout à l'heure à 20h, à partir de 20h au stade d'Olembe. Une finale présidée comme à l'ouverture du match de lancement de la CAN par le chef de l'État, le président de la République, Paul Biya. Et beaucoup de supporters camerounais vont se rendre de ce côté-là pour vivre la grande finale Égypte-Cameroun. Nous sommes le pays organisateur. Personne ne doit rester à la maison. Nous tous, on va au stade. Oui, bon, il y avait deux enjeux. Il y avait l'organisation. Donc, nous devons accompagner. Pour entériner le côté populaire de le... Oui, il faut aller jusqu'au bout. C'est important. D'autant plus qu'on a évité la catastrophe hier. Il vaut mieux être bon perdant. Et puis, bon, c'est bien de montrer quand même que... Bon, de montrer quand même aux autres pays africains que bon, on avance quand même et que la CAN là, c'est un succès, il faut aller jusqu'au bout. Il faut demander aux Camerounais d'aller au stade. Moi, j'y serai. C'est une fête aussi. Et il faut aller jusqu'au bout, il faut aller jusqu'à la fin de la fête. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que le stade d'Olembe, en réalité, est conçu de telle manière que les bousculades peuvent être rapidement évitées. Oui, c'est-à-dire que il n'y a pas un rapport d'enquête, mais il doit y avoir un dysfonctionnement qui n'a rien à voir avec le stade ni les mesures. Le mouvement de foule. Parce que, bon, vraiment, ceux qui n'ont pas été, c'est quelque chose La bousculade est partie d'un petit détail, c'est vraiment une tragédie. C'est-à-dire qu'au moment où ils sont déjà tous agglutinés à l'entrée, ils sont à 20 mètres de l'entrée principale pour accéder au gradin. On entonne l'hymne du camp. Là, se disent que le match commence. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu le même phénomène. J'étais au Chan, à Limbe. Je suis allé voir le match à Limbe. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Même à la CAN féminine. Oui, il y a eu un filtrage très tatillon, de telle manière que dès que l'hymne national est lancé, ça devait être obligé
je te dis de laisser entrer tout le monde. Alors, c'est ce qui les policiers n'ont pas su, fallait dégager les grilles. Justement, ok, tout le monde au stade, mais on ne va pas ausculter une actualité aussi qui nous intéresse parce que nous sommes au Cameroun, il y a la CAN, mais il y a aussi d'autres actualités. Je voudrais que nous abordions à présent cette actualité triste qui continue d'alimenter les conversations dans la région du Nord. C'est qu'un jeune élève de la classe de terminale a trouvé la mort dans des conditions jusqu'ici troubles au Lamida et la responsabilité du Lamido, le tout nouveau Lamido de Garoua, est interpellée. Mais avant, écoutons ce reportage concocté par la rédaction de Binoussa. Garoua, la capitale régionale du Nord, est encore sous le choc au lendemain de la disparition de Aliou Youssef. Le jeune élève, âgé de 16 ans et proche parent du Lamido Ibrahim Souleimanou El Rachidine, a trouvé la mort au sein du Lamida dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2022. Sur les circonstances de sa mort, deux versions s'affrontent. D'abord, celle qui renseigne que la mère du défunt, la nommée Maïramou, sœur aînée du Lamido, avait sollicité l'intervention du monarque pour corriger Aliou qui s'était lancé dans la consommation des drogues. Le jeune Aliou, n'ayant pas répondu à la convocation de son oncle dans les délais, sera amené manu militari au Lamida par les envoyés de sa majesté. Une fois sur les lieux, il aurait reçu une bastonnade qui serait également à l'origine de sa mort, puis précipitamment inhumé au petit matin du 1er février. Cette version des faits, la plus répandue au sein de l'opinion, est en net déphasage avec la communication des services du Lamida. Dans ce communiqué, l'on peut lire que le jeune Aliou, bien que sous l'emprise des psychotiques, n'a jamais fait l'objet de sévices corporels. La garde du Lamido l'a plutôt interné dans l'une des chambres d'accueil du Lamida sous bonne surveillance tout en s'assurant de son alimentation normale. Le lendemain vers 17 h, après avoir pris son bain de lui-même et commençant à se remettre de son état normal, il a été pris de vomissements dû à la désintoxication qui avait commencé la veille. Pendant que les dispositions sont prises pour l'amener à l'hôpital, il rendra l'âme. Après le lavage mortuaire, le corps du jeune Aliou a été transféré au domicile familial à Lendé, puis inhumé le matin à 8h30 dans le respect des rites islamiques. Le certificat de genre de mort établi par les autorités compétentes fera état de ce que la cause du décès est un arrêt cardiaque. Informé de la situation, le gouverneur de la région va ordonner l'ouverture d'une enquête avec pour point d'ancrage l'exhumation de la dépouille et les auditions des principaux suspects. Aliou Youssef, qui s'en va ainsi à fleur de l'âge, était titulaire d'un probatoire. Un génie à en croire ses camarades de la classe de terminale. Voilà donc cette actualité triste qui continue d'alimenter les conversations dans la région du Nord et principalement à Garoua. Alors, Anissa Ekane, est-ce qu'on peut parler d'un laisser-aller? Est-ce que le pouvoir, sinon l'administration, a perdu tout contrôle sur les chefferies traditionnelles? Oui, en ce qui concerne le Nord, c'est des territoires un peu particuliers, l'Amida. C'est un secret de polichinelle qui font la pluie et le beau temps. Et même les autorités préfectorales, administratives, ont du mal à faire respecter l'ordre républicain dans ces zones-là. Bon, ça date du régime d'Aïdio. Je crois que ça a été perpétré depuis. On n'a pas pris des dispositions. Cela arrangeant bien le régime en place dans le contrôle des populations pour les élections, etc., que cet état de fait soit réglé et remis en cause. Moi, je pense qu'il doit avoir une certaine responsabilité. D'ailleurs, si le préfet ou le gouverneur du coin n'avait pas quelques soupçons, j'allais dire sérieux, je pense qu'il n'aurait pas déclenché cette procédure d'enquête. Alors, la procédure d'enquête est ouverte, professeur. Recommandé, ordonné par le gouverneur, et le même gouverneur a demandé qu'on exhume le corps de l'enfant. Est-ce que, à ce niveau-là, est-ce que l'administration en elle-même ne se reproche pas, se laisser aller là? Je continue à le dire parce qu'on a quand même des Lamidas qui ont en leur sein des milices qui ne sont sous le contrôle que du Lamido. Vous savez, ce type d'affaires faut être extrêmement prudent tant qu'on n'a pas le contenu factuel exact de ce qui s'est passé. Mais si les autorités administratives au plus haut niveau, le gouverneur de région, fait ouvrir une enquête, c'est qu'il y a peut-être des présomptions
qui commande de ce que cette enquête-là soit ouverte pour que la situation puisse être clarifiée. Maintenant, dans le cas où ce serait effectivement des abus venant de la milice du chef traditionnel, ça traduit aussi justement la résistance de certains modes de contrôle social qui, comme le disait M. Ekane, sont très très forts là-bas. Et vous savez également que la gestion étatique fait toujours des transactions qui sont liées à la spécificité des territoires. Je sais que notre aîné Anissé Ekane a une idéologie qui se méfie beaucoup des chefs traditionnels, mais ce qu'il dit n'est pas en fait faux. Ce qu'il dit n'est pas en fait faux. Les chefs traditionnels dans notre contexte. Oui, les chefs traditionnels dans ce contexte en fait, qui sont à la fois des auxiliaires de l'administration, mais qui en même temps revendiquent encore une légitimité traditionnelle, aussi limitée soit-elle. C'est une affaire délicate, attendant de voir que cette enquête avance, mais c'est aussi un drame familial, puisque le jeune en question, c'est le neveu du Lamido. Et je pense qu'il n'y avait pas au départ l'intention de le tuer, mais peut-être en raison du fait qu'il était un toxicomane patenté, il avait déjà quelques difficultés de santé. Alors justement, parlant de ce drame familial, si on le conçoit ainsi, il faut relever que est-ce que la maman de Youssef n'avait pas un autre canevas à suivre que de confier la correction de son fils au chef traditionnel? Parce qu'il y a quand même des structures. Je ne pense pas qu'elle ait confié la correction de son fils au chef traditionnel. Elle a confié la correction de son fils à son petit frère. Parce que peut-être que c'est un enfant ça doit être un enfant uniparental qui n'a que sa mère comme parent. Ou bien le père est mort et puis la maman a du mal à le recadrer, se met à s'échouter au crack et puis on sollicite l'oncle. Ce qui arrive d'ailleurs dans nos familles. Hein. Absolument. Moi j'ai l'habitude de rectifier beaucoup comme ça, qui sont les enfants de mes soeurs et de mes cousines. Donc ce n'est pas une affaire. Le rectificateur n'a pas tenté. C'est sûr. Mais vous n'arrivez pas quand même à... Parce que, entre guillemets, à la bastonnade extrême. Non, l'intention n'est pas de le tuer, l'intention est de le châtier pour qu'il change. Et il rentre après ça. Oui, parce que vous savez, c'est des investissements, les êtres humains. S'il est peut-être l'espoir de sa mère et que sa mère estime que sa vie va se jouer sur le fait que son fils est en train de déraper, on sollicite le petit frère, pas l'amido. Ce qui fait problème ici, c'est qu'il se retrouve mort. Et que c'est un lamido qui l'a fait dans le lamida. Donc ça prend maintenant une autre connotation. Et on entre maintenant dans les explications juridico-politiques et sociales. C'est-à-dire on va maintenant tourner autour et ça va... Parce que j'ai vu dans les réseaux sociaux, les gens ont déjà voulu donner une autre orientation de ça. Or, quand on revient à une affaire de famille, déjà cette famille est complètement déchirée parce que cette maman qui vient de perdre son enfant, je ne pense pas qu'elle va faire des cadeaux à son petit frère. Donc justement, elle en parle déjà, qu'elle veut son fils. On risque d'avoir un gros problème dans ce lamida parce que la famille va s'entre-déchirer. C'est déjà même un problème. Maintenant, les enquêtes sont ouvertes parce que c'est très délicat. Il ne faut pas parler des choses de ces chefferies sans courir le risque d'aller heurter une certaine tradition et vous faire plus d'ennemis que d'amis. Le sultanat de Garoua, il ne faut pas aller vous amuser comme ça, le lamido de Rebou, le lamido de Garoua. Même le sultan, vous risquez de vous retrouver avec des individus qui peuvent même vous prendre comme cible. Donc vraiment, attendons la chute de l'enquête. Le gouverneur a déjà eu une sacrée poigne. C'est très difficile là-bas, le gouverneur a déjà eu une sacrée poigne pour traverser la ligne et exhumer le corps pour demander une autopsie. Ça veut dire que l'État a déjà pris le tour à l'école. Parce que je me souviens d'un lamido de Rebouba qui, dans une rixe politique, a été à l'origine de l'assassinat d'un député de l'UNDP. Oui, ça fait des gorges chaudes de la presse aussi. Le monsieur lors d'un meeting et on peut partir, il a eu un traumatisme crânien, il en est mort. Parce que c'est des États dans l'État où il y a des milices qui sont capables même d'attaquer quelqu'un et de le tuer.
Et c'est des États qui sont plus ou moins composés des sociétés qui sont structurées, c'est-à-dire du lamido jusqu'à ceux qu'on peut dire esclaves, parce que l'esclavage existe encore dans certains pays. Voilà. Donc du coup, il devient difficile d'aller leur dire le droit tel que l'État le pense. Surtout lorsqu'elles servent le régime lors des élections. Non, le régime, président, le régime n'a pas pensé les communautés, il ne les a pas créées. Le régime a trouvé que ces communautés existaient déjà. Et facilement, les communautés accompagnent le régime. On va prendre un petit exemple dans la zone du Grand Nord où on a voulu faire des forages pour régler les problèmes d'eau. Et ces forages sont restés fermés. Parce que les gens ont un lien affectif avec le point d'eau. Et ils traversent le forage, ils vont puiser de l'eau. C'est des petits exemples. Alors vous verrez que dans le Grand Nord, nous on va faire des reproches à l'amido. Mais peut-être dans sa communauté, on trouvera qu'il n'y a pas un souci. Et que la maman doit devoir accepter qu'on n'a pas pu rattraper le fils, il en est mort. Justement, au regard des informations recueillies par-ci, par-là, il y a ces deux versions qui s'affrontent. Certains parlent justement de la bastonnade qui aurait été infligée aux défunts, et d'autres au niveau du Lamida. La communication du Lamida fait savoir que ça n'a pas été le cas. Le petit n'a pas subi de sévices corporels. Il a tout simplement été gardé dans une chambre, la chambre d'accueil du Lamida, et qu'il était sous l'emprise de la drogue parce qu'il voulait attenter à la vie de sa mère. Donc dans cette version-là. Dans les cellules de commissariat de Saint-Amérique. Déjà, le fait même qu'il soit gardé dans une sorte de cellule est déjà un problème. Ce n'est pas un problème dans l'opinion interroge quand même l'état de corps, parce que quand on a regardé les photos, il y a des blessures, des marques qui démontrent que le fou était passé par là. À votre avis? Oui, vous savez que là-bas, le concept de l'Amida ou les chefferies de chez nous, peut-être au nord-ouest, au sud-ouest, c'est différent. Les Lamidas sont toujours forts. Maintenant, c'est pour ça que la raison pour laquelle la maman a allé porter plainte à son frère, que son enfant ait été tué. Maintenant, le Lamida est parti loin, il fait aimer un enfant, parce qu'il y a le commissariat, il y a les mamans qui portent des enfants au commissariat parce que pour taper un enfant, c'est systématique. Vous comprenez? Quand on voit le corps là, il y a trop de blessures, c'était le blessure correctif. Peut-être il ne savait pas que l'enfant devait mourir. Bon, il doit répondre à ses actes, malgré s'il est Lamida. Justement. Oui. Parce que quand on voit déjà le rapport qui vient à l'hôpital, que l'enfant est mort par crise cardiaque, le gouverneur doute ça déjà. C'est la raison pour laquelle on a exhumé l'enfant pour voir encore. Maintenant, le vrai résultat va sortir que l'enfant était tabassé, mais pas le tabac. Il ne s'est pas tabassé pour qu'il est mort. C'était le frappe correctif. Mais pendant cette action, l'enfant est trouvé mort. Bon, l'Amida doit répondre à ses actes, malgré ses connexions, malgré tout. Voilà ce qu'on pouvait dire. On peut aussi se retrouver, parce que quand il parle là, ça me donne une idée. On peut aussi se retrouver en face de quelqu'un qui est déjà dépendant d'un stupéfiant et qui a même des tendances suicidaires, qui n'acceptant pas la correction et son isolement, étant en manque, pour poser un acte dans la pièce où il se trouve. Parce que quand on parle de vomissement, il ne faut pas ignorer. Pour poser un acte peut-être en voulant avaler sa langue ou en avalant un objet qui déclenche sa mort. Pour finir, ici d'où l'importance de l'autopsie. Oui. Vous chutez, hein? Oui. C'est fini. Si l'enfant est mort par stress, n'est-ce pas? Il ne doit avoir le blessure derrière son dos. Et tu ne peux pas te blesser derrière ton dos. Ça c'est bien. Non, il peut décider de se suicider parce qu'il n'accepte pas la correction et la punition qu'on lui a donnée. Parce qu'il est isolé dans une pièce. Il prend un objet, peut-être qu'il avale, peut-être pas un morceau, paf, qui déclenche. Le temps de se débattre. Un choc au niveau de l'estomac, il se met à vomir du sang et tout, et il en meurt. C'est la relation entre les sévices corporels et la mort qu'il faut établir. Justement, il faut attendre l'autopsie. Justement, les résultats de l'autopsie vont certainement arriver d'ici la fin de ce mois, puisque c'est un travail de longue haleine qui va se faire avec les autorités administratives et les autorités médicales pour établir la vérité sur le décès de Youssef, ce jeune élève de terminale qui a perdu la mort, qui a perdu la vie, autant pour moi, au Lamida de Garoua. Ok, on va se dire au revoir, c'est terminé pour aujourd'hui. Roland, merci d'être venu. Keep watching BNews One. Ah, toujours. Et on peut se donner rendez-vous peut-être pour parler justement de ces affaires autour de la CAN, l'organisation,
Vous en êtes intéressé? Oui. On prend rendez-vous. Président Lycée Kane, merci d'être venu 2 fois successivement parce que vous passez de bons séjours à Yaoundé à l'occasion de la CAN Total Énergie 2021. Ouais. Bientôt, vous rentrez sur Douala. Oui, on n'est pas aussi accueillant que Douala. Les choses vont s'arranger progressivement. Ferdinand Kourou, merci d'être venu. C'est votre première. C'était votre première puisque désormais, vous êtes déjà enregistré dans les fichiers de BNews 1. Le fichier. Oui, bon, disons que c'est très bien ce qui se fait ici. Hein. C'est la première fois que je viens, c'est bien. Merci beaucoup. Merci. On rappelle que vous êtes l'envoyé du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Un parti au pouvoir très puissant et surpuissant qui demeurera après Paul Biya parce que nous allons reprendre le flambeau. Alors, vous allez payer la campagne. Il va payer la note de campagne pour ça. Il va payer la note de campagne. Merci professeur d'être venu. On se quitte peut-être pour les uns et les autres qui vont aller au stade regarder la finale que je vous recommande vivement. Allons tous au terrain de l'Embe, regarder cette finale contre le Sénégal, Égypte. Et ensemble, on va entériner le côté populaire de la CAN que vient d'organiser le Cameroun. Bon dimanche à tous et à toutes. On se retrouve dimanche prochain pour une autre émission consacrée à l'actualité hebdomadaire. Au revoir. Mon rêve a toujours été d'être footballeuse. Au football,